Mamie Polar, Ramdam au musée de Régis Delpech. Ce sont eux qui mènent l'enquête. Avec Mamie Jo, 60 ans, directrice d'école à la retraite. Signe particulier, hyperactive et hyper branchée, s'occupe tous les samedis de ses deux petits-enfants, Camille et Lucas. Camille, 10 ans, petite fille de Mamie Jo et cousine de Lucas. Signe particulier, fonceuse, sportive, ne renonce jamais et a 1000 idées à l'heure. Lucas, 11 ans, petit-fils de Mamie Jo et cousin de Camille. Signe particulier, observateur et pragmatique. Réfléchit toujours avant d'agir. Don Quichotte, 8 ans, teckel de Mamie Jo. Signe particulier, têtu, au flair redoutable, toujours prêt à se lancer truffe en avant dans l'aventure. Du flair, 45 ans, capitaine de police. Signe particulier, trop sûr de lui, n'a aucune intuition, a beaucoup de mal avec ses enquêtes et encore plus avec Mamie Jo. Andrea, 10 ans, fils de Duflair, signe particulier, surdoué en informatique, hacker de génie et toujours prêt à aider Mamie Jo. Étrange disparition. Chapitre 1. Votre SDF. Samedi 11 octobre. Mamie Jo, Momo a disparu. Et si tu me laissais arriver, Camille? Personne ne l'a vue depuis 4 jours. Et il faut... Une seconde, Lucas. Laisse-moi poser mes affaires et aller chercher Don Quichotte. Dans la voiture. Le pauvre, il déteste se lever si tôt. Mamie Jo, c'est moi. Mamie, pas mémé. 2 ans à peine que je suis à la retraite. Une nuit sur 2, je rêve encore de mon métier, de mes élèves et de mes collègues. Plus de 25 ans directrice. À la fin, toute l'école était un peu à moi. Camille et Lucas sont mes petits-enfants. Et pour être plus précise, ils sont cousins germains. Quant à Don Quichotte, que je dépose à moitié endormi sur le canapé, c'est mon fidèle teckel. Bonne semaine les enfants. Est-ce que je verrai vos parents ce soir avant de repartir? Je n'aime pas vous laisser seuls. Mamie, j'ai 11 ans et Camille 10. Arrête de stresser. Aide-nous plutôt à retrouver Momo. Momo, vous n'avez que ce nom à la bouche. Par contre, la bise de bienvenue... Oh, pardon mamie, mais on est tellement inquiets. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le petit déjeuner. Il est prêt ou pas? Vous savez bien que je ne déjeune jamais avant de partir pour ne pas réveiller papy Monchou. Donc, je suis affamée. Et Don Quichotte y tout. Camille et Lucas, je les adore. La preuve, chaque samedi, je fais plus de 80 km, 160 allers-retours, pour passer la journée avec eux. Leurs parents travaillant tous les 3 ce jour-là. Je les adore. Mais ce n'est pas une raison pour tout leur passer. Quand je pense que leurs parents sous-entendent qu'ils me mènent par le bout du nez, 4 bises et 2 croissants plus tard, Camille revient à la charge. Mamie Jo, il faut retrouver Momo. Si vous me disiez d'abord qui est Momo. C'est notre SDF, répond Lucas. Votre SDF? Oui, un clochard qui fait la manche tout près de l'école. Et on le laisse faire devant les enfants? Mais il est tellement gentil, s'exclame Camille. Il arrête les voitures quand on veut traverser. Il aide les mamans à manœuvrer leurs poussettes. Il surveille le parking à vélo, balaye le trottoir devant l'école. Tout le monde adore Momo. Et si tu étais encore notre directrice, je suis sûre que tu le laisserais faire. Même qu'avant d'être dans la rue, Momo était gardien de musée, ajoute Lucas. Il m'a dit qu'il adorait les toiles de maître. Je crois que ce sont des peintures. Un SDF amateur d'art? Ce n'est pas banal. Et il a disparu. Depuis 4 jours, personne ne l'a vu, dit Lucas. Ni près de l'école, ni sous le pont où il dort. 4 jours? Mais ce n'est rien du tout. Il a pris une petite semaine de vacances. Vraiment pas de quoi s'inquiéter. Des vacances. Un SDF en vacances. Mamie, tu es sûre que tes neurones supportent bien la retraite? Oui, bon, d'accord. Je plaisantais. Juste pour essayer de vous désangoisser. Réfléchissons un peu. L'hiver approche. Il est sûrement descendu vers le sud, dans une ville plus chaude. Impossible, mamie. Toutes ses affaires sont encore dans sa tente.
y compris son portefeuille et sa carte d'identité. Il était peut-être souffrant et on a été obligé de l'hospitaliser en urgence, une appendicite ou un bras cassé, que sais-je encore. Le père de Nora, qui est médecin, a téléphoné à tous les hôpitaux et à toutes les cliniques de la ville. Pas de Momo, dans aucun service. Non, mamie, insiste Camille. Momo ne serait jamais parti sans prévenir l'un d'entre nous. Je suis sûre qu'il lui est arrivé un malheur. Je dois bien avouer que moi aussi, je commence à avoir quelques mauvais pressentiments. Mais que faire? Est-ce que quelqu'un a prévenu la police? Oui, me répond Lucas, le grand frère de Rémi. Et alors? Alors c'est le capitaine Duflers qui l'a reçu Et alors le policier lui a répondu de s'occuper de ses affaires, que Momo était majeur et qu'il avait le droit de disparaître autant de jours qu'il en avait envie. Bizarre. Dis-moi, je ne le connais pas, ce Duflers-là. Normal, précise Camille. Il est arrivé il y a un peu plus d'1 an. Son fils est dans ma classe. Et si le père est aussi doué pour mener une enquête que le fils pour résoudre un problème de maths, on est mal, très mal. Ça, c'est ma Camille. L'art de la synthèse est droit au but. Une vraie petite fonceuse. Dans la famille, on dit qu'elle tient de ça de moi. Moi, je suis sûre que Fatoumata, sa maman ivoirienne, lui a transmis également quelques-uns de ses gènes. Lucas est beaucoup moins exubérant, réservé, sans être timide, rêveur, tout en étant très organisé. Sûrement le fait de vivre seul avec sa mère. Brigitte est de n'avoir jamais connu son père. Qu'est-ce que vous diriez, les enfants, d'aller faire un petit tour au commissariat? Proposai-je en finissant de ranger les bols dans le lave-vaisselle. Regardez, Don Quichotte est déjà devant la porte. Et lui, du flair, il en a. Chapitre 2. Stop Camille. Camille et Lucas sont intarissables sur Momo. Dans le bus qui nous emmène jusqu'à la place de la mairie et du commissariat central, ils me briefent sur leur SDF. Momo, à la trentaine. Arrivé en ville il y a un peu plus d'1 an et demi, il a tout de suite installé son campement de fortune sous le pont des Tanneurs. À 300 mètres de l'école Jacques Prévert, il fait la manche au jour et heure où la rue s'anime. Et le reste du temps, il ne refuse jamais un petit boulot si quelqu'un a besoin de ses services. Petit à petit, il s'est fondu dans la vie du quartier et rares sont les parents qui interdisent encore à leur enfant de parler avec lui. Quand il ne fait ni la manche, ni bricolage, ni jardinage, Momo lit. Oui, le clochard préféré de mes petits-enfants dévore tous les Jules Verne, les Lewis Carroll et les autres J.K. Rowlings qu'il trouve au marché aux puces ou que les enfants du quartier lui donnent. Toujours seul, il fuit comme la peste les autres SDF. Lucas a son explication. C'est parce qu'il ne boit jamais. Ce n'est pas un alcoolique, lui. Je crois plutôt qu'il a un secret, réplique Camille. Un lourd secret qu'un de ses compagnons de rue a découvert. Et c'est ce dernier qui l'a enlevé, ou pire, assassiné. Stop, Camille. Primo, personne ne sait pour l'instant ce qui est arrivé à Momo. Et secondo, il ne faut jamais accuser quelqu'un sans preuve. Camille a un peu du mal à digérer ma réflexion, alors que Lucas rit sous sa cape. Aussi, je décide de rétablir l'équilibre. Quant à toi, Lucas, qui t'a dit que tous les SDF étaient des alcooliques? Personne, mamie, mais tout le monde le sait. Oui, crois-moi, Lucas. Il faut toujours se méfier de ce que tout le monde sait. Je n'ai pas le temps de pousser plus loin ma mini-leçon de morale, car le bus freine énergiquement, créant un léger mouvement de panique. Parmi les passagers, heureusement tous assis ou bien agrippés aux barres et poignées de maintien. Désolé, s'excuse le chauffeur, mais un chien vient de traverser devant le bus. Je n'ai pas pu l'éviter. Restez calme et surtout, ne descendez pas. Nous sommes arrêtés au beau milieu de la rue. Je vais voir ce qu'il en est de la pauvre bête et si nous pouvons continuer notre route. L'arrêt brutal a réveillé Don Quichotte, qui somnolait à mes pieds depuis le début du voyage. Voyant la porte du chauffeur entr'ouverte, mon teckel sort comme une furie. « Don Quichotte, reviens ici, hurlai-je !» se moquant autant des recommandations du chauffeur que de mes cris hystériques. Don Quichotte se lance à la poursuite d'un chien efflanqué et poilu, pouilleux, qui vient de s'extirper tant bien que mal dessous le bus. « Don Quichotte !»« Mamie, calme-toi, me dit Lucas. Assieds-toi, Don Quichotte connaît la ville par cœur.
il reviendra à la maison sans problème. Mais c'est au tour de Camille de s'exciter. Vite, vite, il faut descendre. Camille, c'est interdit et trop dangereux, s'exclame Lucas. Et je te dis que donc. Mais regarde le chien, hurle Camille. Le chien après lequel court Don Quichotte. C'est Ulysse. Ulysse? Quel Ulysse demandai-je, bien qu'ayant une idée assez précise de la réponse. Le chien de Momo. 4 jours qu'il a disparu, lui aussi, comme son maître. Voilà plutôt une bonne nouvelle, alors dis-je. Si son chien est là, votre SDF ne doit pas être très loin. Non, mamie, me répond Lucas. Ulysse et Momo sont inséparables. Et la dernière fois qu'on les a croisés, Ulysse n'était pas dans cet état-là. Sûr, il est arrivé quelque chose de grave à Momo. Excitation et inquiétude, étant aussi mauvaise conseillère l'une que l'autre, je décide de reprendre les choses en main, aidé involontairement par le chauffeur, qui pendant notre discussion animée a regagné son siège et redémarré. Pas de panique les enfants. S'il est arrivé un malheur à Momo, son chien serait resté auprès de lui. Et je connais mon Don Quichotte. Quand il aura fait connaissance avec Ulysse, il va nous le ramener à la maison. On fait quoi alors, mamie me demande Camille, à moitié convaincue par mon raisonnement. On ne change pas de programme. Direction, le commissariat et le capitaine du flair. Si j'avais su. Chapitre 3. Comment dire, le capitaine de police du flair ne ressemble à rien. Ou plutôt, il ressemble à tout sauf à un capitaine de police. Il n'est pas grand, il n'est pas costaud, il n'a pas le visage rongé par une barbe de 3 jours, il n'a ni carnet à la main, ni pistolet à la hanche, il ne paraît ni stressé par des tonnes d'enquêtes, ni torturé par toutes les scènes de crime qu'il a déjà dû voir. Non, le capitaine de police du flair ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. Un Monsieur Tout-le-Monde plutôt enrobé. « Je te connais, toi » dit-il en s'adressant à Camille, avant même que nous ayons pu ouvrir la bouche. « Tu es la copine de mon fils Andrea ?»« Disons que je suis dans sa classe, » bredouille Camille, légèrement déstabilisée. « Et vous, madame ? Vous êtes la prof de cours particulier ? Merci d'être venue si vite. Andrea vous attend au sous-sol, dans la cellule 2. Vous verrez, c'est un bon endroit pour se concentrer. Vraiment très calme. Pardon, mais vous faites erreur, Suivez-moi, ne perdons pas de temps. Vous allez voir, il y a du travail. Andrea est allergique, je dirais même hermétique aux mathématiques. Mais je compte sur vous. Par contre, les enfants, la cellule étant vraiment minuscule, vous allez devoir attendre votre mère dans la cour du commissariat. Capitaine du flair, je suis leur grand-mère. Oh, vous avez l'air pourtant si jeune. Merci, mais ce sont mes petits-enfants. Lucas et Camille, qui se retenaient tant bien que mal, éclatent de rire devant l'air ahuri du capitaine du flair, qui reprend vite ses esprits. Mais alors, qu'est-ce que vous faites ici ? Vous croyez peut-être que c'est une auberge ou un hall de gare ? Non, dis-je fermement, sentant la moutarde me monter au nez. C'est un commissariat, endroit où normalement chaque citoyen peut venir déposer une plainte, signaler un délit ou, comme nous ce matin, une disparition. Stop ! Hurle le policier dont le visage est prêt à éclater comme une tomate bien mûre. Si c'est encore pour me parler du clochard de l'école, dehors ! Mais il n'y a pas de mais. Depuis hier, vous êtes les 5e. La preuve que Momo a disparu et que tout le monde est très inquiet, dit Camille. Excusez-moi, jeune fille, est-ce que tu sais ce que veut dire SDF ? Demande le capitaine du flair, toujours très énervé. Sans domicile fixe, monsieur ? Exact, mademoiselle. Et que fait quelqu'un qui n'a pas de domicile fixe ? Il en change. Toujours exact, petite. Alors réfléchis un peu. Votre Momo n'a pas disparu. Il a juste changé de ville, à la recherche d'un autre pont ou d'un autre squat. Pas possible, tante Lucas. On vient de voir son chien il y a un quart d'heure. Fin de l'enquête, j'ai dit. J'ai d'autres chats à fouetter, éructe du flair, qui nous tourne le dos tout en continuant à marmonner. Que fait sa nouvelle prof ?
Elle devait être là à 10 heures. C'est la 5e depuis le début de l'année. Me vient alors une idée qui pourrait faire changer d'avis le policier à criâtre. Capitaine, j'ai été institutrice toute ma vie et je peux aider votre fils à condition que vous ouvriez une enquête sur la disparition de... Mais il a déjà quitté la salle d'attente du commissariat. Laisse tomber, mamie, me dit Camille en me retenant par le bras alors que je fonce vers la porte pour réitérer ma proposition. Andrea est tellement nulle en maths que c'est mission impossible. Tu devrais savoir, Camille, que rien n'est impossible pour mamie Jo. Et ce cher Duflair va l'apprendre lui aussi, dis-je, en fonçant vers la salle des capitaines. Attendez-moi là, je n'en ai pas pour longtemps. Je suis de retour 2 minutes plus tard. Et alors, mamie? Et alors? Je descends mathématiser Andrea, le temps que son père prévienne 2 de ses collègues et se lance sur la piste de Momo. Oh, t'es trop forte, s'acclame mamie Camille. Comment t'as fait? Quand je lui ai dit que Papy Monchou était un ami d'enfance de son patron, le commissaire Sabouge, Duflair n'a pas eu trop le choix. Mais c'est vrai ça, mamie? Demande Lucas, sceptique. Papy Monchou et le commissaire sont copains? Vrai ou pas? L'enquête est enfin ouverte, c'est le plus important, non? T'as raison, mamie, approuve Camille. Bon, on va rire un peu avec Andrea et l'étape de multiplication. Non, mademoiselle, je ne me suis jamais moquée d'un enfant en difficulté scolaire. Et ça ne va pas commencer aujourd'hui. Le temps que je fasse connaissance avec Andrea et ses problèmes mathématiques, allez plutôt voir si Don Quichotte ne traîne pas dans le quartier. On se retrouve à midi, devant la mairie. Camille pince le nez, alors que Lucas, sourire figé, me répond. On y va, mamie, mais promets-moi d'aller dire la même chose à mon maître de CM2. Tu sais, monsieur Sontané, le directeur qui t'a remplacé. La même chose? Oui, de ne pas se moquer des élèves en difficulté. Promis, Lucas, j'irai. Tu n'es pas le premier à m'en parler. Chapitre 4. Pourquoi il ne faut pas? Pour être calme, le sous-sol est calme. Aussi calme que lugubre. Le commissariat, à l'architecture hyper futuriste, a conservé les traces du passé, à savoir les oubliettes de l'ancien château fort de la ville sur lequel il a été construit. 2 grandes cellules y ont été aménagées, à minima. Une de dégrisement, dans laquelle les ivrognes finissent leur nuit trop arrosée, et une pour accueillir les suspects entre 2 interrogatoires ou en attente d'un transfert vers la prison centrale. Dans chaque cellule, un néon éclaire faiblement la voûte en pierre et la grille très moyenâgeuse. Les 3 autres côtés sont parcourus par une banquette taillée directement dans la roche. Andrea est dans la cellule 2, accoudée à une petite table de pique-nique, en train de pianoter frénétiquement sur une tablette informatique. « Tu m'as l'air super doué, garçon, m'écriai-je en prenant place en face de lui. « Pouf, ça dépend de quoi, madame, dit-il en relevant la tête. Mais vous êtes qui? Ta prof de maths. Vous êtes sûr? Oui, pourquoi? Les autres étaient beaucoup moins vieilles que vous. Mais bon, vous avez l'air bien plus sympa. Dis-moi, Andrea, tu dis toujours tout ce que tu penses? Ben, oui, madame. Pourquoi il ne faut pas? Si, c'est très bien. Alors, que penses-tu des maths? Eh bien, moins j'y pense, mieux je me porte. En plus, t'as de l'humour. Ben oui, madame. Pourquoi? Il ne faut pas? Si, c'est très bien. Et que penses-tu de ton père? Comme papa ou comme policier? Les deux. Oh là là, madame, vous ne préférerez pas qu'on fasse des maths? Comme tu veux. Mais arrête de m'appeler madame. Je vous appelle comment alors? Mamie Jo. Vous êtes la Mamie Jo de Camille, s'exclame André à l'air incrédule. Oui, de Camille et Lucas. Waouh! Bien, Andrea. Un petit problème pour commencer. Un policier court après un voleur pendant 15 minutes.
en sachant que la poursuite a commencé à... Madame, Mamie Jo, excusez-moi, mais moi j'ai jamais vu mon père courir, même pas 30 secondes. Quand il marche un peu vite, il s'essouffle comme un bœuf. D'accord. Alors, une autre situation problème. Ta mère achète un rôti de bœuf d'1,5 kg à 18 € le... Mamie Jo, ma maman, elle est végétarienne. Elle ne va jamais chez le boucher. Il me plaît ce petit Andrea. S'il n'a pas l'esprit mathématique, il a de la répartie. On va bien s'amuser. D'autant plus que je suis sûre que dans moins d'une heure, il commencera à goûter aux joies des maths. Malheureusement, le cours est interrompu avant même que je lui propose un troisième énoncé. Andrea! Andrea! S'époumonne le capitaine devant la grille de la cellule. Ta prof vient enfin d'arriver. Mais elle est là, répond le garçon. Pas elle, la vraie, dit Duflers, en propulsant dans la cellule une jeune femme à l'air austère. Mais je l'aime bien, celle-là, ronchonne Andrea, en se tournant vers moi. Andrea, gronde son père, depuis quand je te demande ton avis? Mademoiselle est agrégée en maths. En 3 heures avec elle, tu vas tout comprendre. Puis, s'adressant à moi, merci madame. Je vous libère, vous pouvez rejoindre vos petits-enfants. Qui sait? Ils ont peut-être retrouvé maman. Alors que la jeune femme, qui n'a toujours pas prononcé le moindre mot, déballe une dizaine de livres de maths devant Andrea terrifiée, le capitaine me pousse gentiment, mais fermement, hors de la cellule. Au revoir, mon grand. Courage, lançai-je vers Andrea. Puis, me tournant vers son père, dois-je comprendre que vous abandonnez l'enquête sur la disparition de Momo? Plus de cours, plus d'enquête, aussi logique qu'une suite mathématique. Très bien, capitaine. Pouvez-vous me conduire jusqu'au bureau du commissaire? Ce serait avec plaisir, madame. Mais c'est moi qui suis de permanence jusqu'à midi, et je suis tout seul au commissariat. Voilà une information intéressante. Duflers est tout seul. Je retrouve le moral. Capitaine, dis-je en arrivant en haut de l'escalier, j'ai oublié mon sac à main dans la salle des capitaines tout à l'heure. Pas de problème. Allez le chercher, me répondit-il. 7 ou 8 marches plus bas, alors qu'il reprend son souffle. Vous connaissez le chemin. Son fils a raison. Duflers n'est pas dans une forme olympique. Je file vers la salle des capitaines, non pour récupérer mon sac à main. Je crois que je n'en ai jamais acheté de ma vie. Mais la paire de menottes que j'ai repérée sur son bureau. J'en profite également pour prendre le trousseau de clés du commissaire Duflers, qu'il a laissé traîner sur une armoire. Je reviens en courant vers l'escalier du sous-sol. Mais le capitaine n'y est plus. Je tends l'oreille et l'entends respirer bruyamment. Il est dans la salle d'interrogatoire. Je le trouve assis, à la table en fer scellée dans le sol. Les bras ballants, il essaie tant bien que mal de récupérer de son effort physique. Vous n'avez pas retrouvé votre sac, me demande-t-il. Non, dis-je m'approchant de lui, mais je voulais quand même vous saluer avant de partir. Sans rancune alors, souffle-t-il en me tendant mollement sa main droite, main à laquelle je passe une menotte, quand dans le même temps, j'attache la deuxième au pied de la table en fer. Mais qu'est-ce que vous faites? Vocifère-t-il en remuant son bras comme un forcené. Rien, je vais rejoindre mes petits-enfants, comme vous me l'avez demandé. Mais vous êtes folle! Enlevez-moi ces menottes! Chaque chose en son temps, capitaine. Je récupère Lucas et Camille et je reviens vers vous. Si vous changez d'avis, ou qui sait, si je retrouve Momo dans la rue, je vous libérerai. Et en attendant, si j'étais à votre place, j'économiserais mon souffle et ma voix. Il n'y a personne au commissariat, et aucune chance qu'Andrea et sa prof vous entendent depuis les oubliettes. À tout à l'heure. Je quitte la salle d'interrogatoire en refermant à double tour la porte capitonnée. Chapitre 5. Dis-nous que tu vas bien. Je verrouille la porte principale sur laquelle une plaque indique que le commissariat est fermé le samedi après-midi et le dimanche. Parfait, pensai-je. On va prendre le temps de déjeuner
avant de revenir voir si Duflair est prêt à se lancer à la recherche de Momo. Je descends les 4 marches du perron et je me dirige vers la mairie. Camille et Lucas m'attendent près de la fontaine, au milieu de la place. « Vous n'avez pas retrouvé Don Quichotte ?»« Si, mamie, me répond Lucas. Il est sur le parvis de l'église. Mais dès qu'on s'approche de lui, il s'en va. Bizarre, ça ne lui ressemble pas. Peut-être que quand il me verra, il arrêtera de jouer au sauvage. »« C'est ce qu'on pense aussi, dit Camille. Mais toi, mamie, comment s'est passée cette première heure de cours avec Andrea ? » ?»« Pouh, ça n'a pas été de tout repos. Mais je vais vous raconter ça en allant jusqu'à l'église. » Au fur et à mesure de mon compte-rendu, je vois les yeux de Camille et Lucas s'agrandir. Leur visage se liquéfier. Ils n'osent rien dire, mais n'en pensent pas moins. Je préfère donc les devancer. « Et ne me traitez pas de folle, Duflair s'en est déjà chargé. »« Quand même, mamie, ose Lucas. Vous voulez retrouver Momo ? Oui ou non ? » ?»« Oui, mais il n'y a pas de mais. Sans Duflair et la police, on n'y arrivera pas. Alors j'ai décidé de tout faire pour que Duflair se bouche les fesses. »« Mamie !» s'indigne faussement Camille. « Oui, bon, pour qu'il ouvre l'enquête. Donc, je résume. On récupère Don Quichotte, on déjeune chez Yasmine. Papy Monchou n'aime pas le couscous, alors aujourd'hui j'en profite. Et après quelques bonnes pâtisseries marocaines, on va voir si Duflair est prêt à nous aider. Le problème, c'est que dès qu'il nous repère, mon fidèle teckel fait demi-tour et se met à trottiner direction la place du marché. « Qu'est-ce qui lui arrive ?» me demande Lucas. « Il nous fait toujours la tête, même avec toi, mamie. »« Ce n'est quand même pas nous qui l'avons éjecté du bus, ronchonne Camille. »« Suivons-le, les enfants, dis-je. Je crois qu'il veut nous mener quelque part. » Heureusement que je suis une adepte de la randonnée, car Don Quichotte, voyant que nous lui emboîtons le pas, accélère. Camille rejoint en quelques foulées le teckel, alors que Lucas et moi les suivons à une quinzaine de mètres. Autant Camille est tonique et sportive, autant Lucas est fâché avec le sport en général, et la course à pied en particulier. Mais il serre les dents et il s'accroche. Après avoir traversé une bonne partie de la ville, Don Quichotte nous conduit vers l'ancienne zone industrielle du Charnel. Définitivement fermée il y a une quinzaine d'années, elle attend depuis une improbable réhabilitation. Après s'être faufilé sous la chaîne rouillée, qui sert symboliquement de portail, Don Quichotte file comme une fusée vers le seul bâtiment encore debout. Il rejoint Ulysse, allongé sur le flanc, devant cet ancien entrepôt de matelas. Le chien de Momo se redresse péniblement sur son train arrière et se met à hurler à la mort. Alors que Lucas et moi reprenons tant bien que mal notre souffle, Camille tambourine contre la grande porte métallique en criant « Momo, Momo, dis-nous que tu es là. Dis-nous que tu vas bien. Momo, Momo !» Nous avons beau joindre nos poings et nos cris aux siens, aucun signe de vie ne s'échappe de l'entrepôt. Soudain, Ulysse s'arrête de hurler et... Chapitre 6. Rien, toujours pas le moindre bruit à l'intérieur du hangar. Ulysse pousse maintenant de petits jappements plaintifs, alors que Don Quichotte gratte farouchement la porte. « Momo est là, il est là dedans, martèle Camille. Les chiens ont une ouïe plus fine que la nôtre. Ils ont entendu quelque chose, c'est sûr. »« Je pense comme toi, dit Lucas. Et toi, mamie ? Entrons dans ce fichu entrepôt, et on saura. Plus facile à dire qu'à faire. L'immense porte métallique est verrouillée. Je ne suis pas sûre qu'on ait la force de le faire bouger, même si Camille trouve une clé dans une des 3 poubelles à moitié carbonisées qu'elle est en train de fouiller de fond en comble. « Hé, les filles ! Voyons, Lucas, je suis ta grand-mère. »« Cool, mamie. Tu crois que c'est le moment de nous faire une leçon de comment bien parler à sa grand-mère ? Venez voir par là. Il y a des traces de pas toutes fraîches. Traces qui nous conduisent à une porte beaucoup plus petite derrière l'entrepôt. Plus petite, mais aussi infranchissable que sa grande sœur. Je ne vois qu'une solution, les enfants. On retourne tout de suite chercher du flair et un serrurier. »« Oh non, ronchonne Lucas, c'est super loin. »« Téléphone au commissariat, mamie, ça ira plus vite, dit Camille. »« Voyons, Camille.
Qui veux-tu qui réponde? Le commissariat est fermé cet après-midi. Duflair est attaché à la table d'interrogatoire et Andrea et sa prof sont coincés au sous-sol. Mamie, tu as aussi verrouillé la porte de la cellule? Non, mais celle de l'escalier, oui. Mamie, tu es... Camille, s'il te plaît. Vas-y, toi, mamie, propose Lucas. Nous, on t'attend là avec les chiens. Comme ça, si Momo est à l'intérieur, peut-être qu'on pourra... Non, les enfants. Si Momo est dans l'entrepôt, ce qui n'est pas encore sûr, celui qui l'a enfermé là-dedans peut revenir à n'importe quel moment. Et il est hors des questions que vous vous retrouviez nez à nez avec lui. Mamie, on va se cacher derrière les poubelles en t'attendant et... Stop! Ce n'est pas un jeu, les enfants. On n'est pas devant notre console. Ça, on le sait, ronchonne Camille. Tu crois peut-être que Momo est un ami virtuel et... Nous sommes bien d'accord. Donc, puisqu'on est dans la vraie vie, c'est encore moi qui commande. Fin de la discussion. On va chercher le capitaine Duflair. Ou on rentre immédiatement à la maison. L'avantage depuis bientôt 2 ans que nous passons nos samedis ensemble, c'est que Lucas et Camille connaissent parfaitement mes limites. Aussi, n'insiste-t-il pas. Le temps que j'explique à Don Quichotte qu'il doit rester avec Ulysse devant l'entrepôt, jusqu'à notre retour, les enfants tambourinent une nouvelle fois à la grande porte métallique, mais sans plus de succès. Au bout de 5 minutes de marche, voyant que Lucas, malgré toute sa bonne volonté, a du mal à suivre le rythme, je décide de faire du stop. Ça va me rajeunir les enfants, et vous allez voir, le stop, ça marche à tous les coups. Tu veux plutôt dire « ça roule », remarque Lucas, en retrouvant un semblant de sourire. Marcher ou rouler, les 2 premières voitures ne s'arrêtent pas. Je décide alors de prendre le taureau par les cornes, et dès que je vois au loin une nouvelle automobile, je m'avance au milieu de la route et je m'y allonge en disant aux enfants « Pas de panique, tout va bien. Je viens juste de déclencher le plan stop évanouissement. Faites de grands signes au chauffeur et laissez-moi agir. » L'auto s'arrête à une dizaine de mètres de nous. En sort un jeune homme affolé qui se précipite vers moi. « Madame, les enfants, madame, ça ne va pas. Ce n'est rien, dis-je en me soulevant légèrement sur les coudes. Je me suis évanouie. Tenez, accrochez-vous à mon cou, propose-t-il en passant un bras sous mes épaules et un autre sous mes genoux. Je vous porte jusqu'à la voiture et je vous conduis à l'hôpital. C'est gentil, jeune homme, mais c'est juste un peu d'hypoglycémie. Emmenez-moi plutôt au commissariat. Mon mari y est de permanence aujourd'hui. Comme vous voudrez, acquiesça-t-il en me déposant sur la banquette arrière. Allez les enfants, montez-vous aussi. Ils se blottissent contre moi, un de chaque côté, en jouant à merveille les inquiets. Mamie, me murmure Camille, à l'oreille droite, tu es vraiment folle et géniale. Mamie me chuchote Lucas à l'oreille gauche. Heureusement que papy Manchou ne t'a pas vu pendu au cou de ce prince charmant. Chapitre 7. Après avoir remercié notre chauffeur, un peu surpris de me voir sauter de sa voiture, nous nous précipitons à la sandwicherie à côté de la mairie. 10 minutes et 3 sandwiches plus tard, retour au commissariat, où nous sommes accueillis par un concert de ronflements. Duflair, affalé sur la table en fer, dort comme une souche. J'envoie les enfants au sous-sol prendre des nouvelles du cours de maths, le temps que je libère le policier sans le réveiller, et que je rapporte menottes et clés dans son bureau. Capitaine, capitaine, il faut se réveiller. Quoi? Enlevez-moi ces menottes, vieille folle. Détachez-moi. Vous détachez de quoi, capitaine? Voyons, calmez-vous, et finissez de vous réveiller. Désolé d'avoir interrompu votre sieste. Ahuri, Duflair se redresse sur sa chaise, regarde son poignet droit, son poignet gauche, puis les pieds de la table. Il lève son bras droit, son bras gauche, puis les laisse retomber le long de son corps. Mais les menottes? Où sont passées les menottes avec lesquelles... Voyons, capitaine, qu'est-ce que vous racontez? Vous avez vraiment fait un sacré cauchemar. Rappelez-vous, il y a 2 heures, après être remonté des oubliettes, et vous être assis à cette table pour reprendre votre souffle, vous m'avez chassé du commissariat en me disant d'aller rejoindre mes petits-enfants. C'est ce que j'ai fait. Alors qu'est-ce que vous foutez là? Grogne Duflair tout en balayant des yeux la salle, à la recherche des menottes ou d'un autre indice qui lui prouverait qu'il n'a pas rêvé. Il se trouve, cher capitaine, que pendant votre sieste, on a retrouvé Momo. Vous avez retrouvé qui? Momo, le SDF disparu. Mais je rêve. Non,
C'est tout à l'heure que vous cauchemardiez. Croyez-moi, Momo est séquestrée dans un vieil entrepôt de matelas, zone du charnel, et on a besoin de vous et d'un bon serrurier pour déverrouiller la porte du hangar. Là, je vois que Duflair est en train de faire sienne la thèse du cauchemar, ce qui se finalise quand Lucas et Camille nous rejoignent et confirment tout ce que je viens de lui dire. Bon, se reprend-il en se frottant longuement les yeux pour chasser définitivement cette image de menottes. Je descends voir comment se passe le cours d'Andrea et... Pas la peine, monsieur Duflair, intervient Camille. On en vient. Tout va bien. Andrea fait des progrès fulgurants. Et comme la grille de la cellule est verrouillée, ajoute Lucas, ils ne partiront pas avant votre retour. Voyons, capitaine, m'écriai-je faussement indigné. Ne me dites pas que vous les avez. Bien sûr que si, répond Duflair, qui semble avoir recouvré ses esprits. J'ai réglé d'avance 3 heures de cours à cette dame, et pour être sûre qu'elle ne s'enfuit pas comme toutes les autres quand elle se rendra compte du niveau de mon petit André en mathématiques, je les ai enfermées à double tour. C'est une épidémie, s'exclame Camille, partant dans un fou rire contagieux. Perplexe, Duflair nous regarde une bonne minute, nous tordre de rire en nous tapant sur les genoux. Alors, on va le sortir de son entrepôt, votre SDF, ou vous comptez vous bidonner tout l'après-midi, gronde-t-il, montrant ainsi que c'est lui maintenant qui prend la direction des opérations. Ou vous retrouvez un peu de sérieux, ou vous m'attendez ici. Pendant qu'il va dans son bureau téléphoner au serrurier, je ramène tant bien que mal le calme dans notre petite troupe avant de demander « André a fait vraiment des progrès ?» Camille explose à nouveau de rire, quand Lucas a les larmes aux yeux précises. « Pas vraiment. » À chaque question de la prof, il répond « Je veux Mamie Jo, je veux Mamie Jo !» Nouveau fou rire général, interrompu par un Duflair à cran. Je ne sais pas ce qu'il y a de drôle. Allez, tous dans le fourgon cellulaire. C'est le seul véhicule disponible ce matin. Exécution. Le serrurier nous rejoindra là-bas. Mais je vous préviens, le premier qui rit bêtement finit à pied. Une fois assis sur la banquette à l'arrière du panier à salade, tout le monde retrouve son sérieux. L'endroit peut-être. Plus on se rapproche de l'entrepôt, plus je vois les visages de Camille et Lucas se crisper. Comme moi, ils doivent se demander si Momo est à l'intérieur et si oui, dans quel état. Duflair, qui nous surveille dans le rétroviseur, conduit sans nous adresser la moindre parole. Pas curieux pour un policier, pensais-je en observant ses épaules parcourues de soubresauts incessants, ou alors il est encore plongé dans son pseudo-cauchemar. Duflair arrête le véhicule, descend enlever la chaîne à l'entrée de la zone du charnel, et toujours sans un mot, redémarre direction l'entrepôt de matelas. « Mais je rêve !» hurle-t-il soudain en écrasant la pédale de frein. « Vous vous foutez de moi !» Le temps qu'on reprenne nos esprits, fortement perturbés par le vol plané qui nous a projetés contre la grille de séparation, Duflair a jailli du fourgon. Nous le rejoignons devant l'entrepôt. Horreur! L'immense porte métallique est grande ouverte, et les chiens ont disparu. Chapitre 8. Parce qu'il est nul. L'entrepôt est vide, désespérément vide. Seuls quelques matelas à moitié éventrés, paradis des souris, des mulots et autres rongeurs, jonchent le sol. Capitaine, je vous jure que tout à l'heure, l'entrepôt était fermé et... Si vous changez de disque, me coupe sèchement Duflair, c'est la 10e fois que vous me le répétez. Mamie, capitaine, crie Camille depuis le fond du hangar. Par ici, il y a une autre porte. Surtout, n'y touche pas, hurle le capitaine. Attends-moi. Trop tard, je l'ai déjà poussé. On dirait des bureaux, et il y a aussi des toilettes. Bah, ça pue, ajoute Lucas. Je sprint pour les rejoindre. Duflair sur mes talons, ahanant comme un phoque. La porte donne sur un couloir avec d'un côté 2 petites pièces délabrées et des WC à la turque et de l'autre côté une grande salle où traînent 2 chaises en plastique et une paillasse. « Mamie, c'est là que Momo était retenu prisonnier. »« Qu'est-ce qui te fait dire ça, petite ?» demande Duflair en s'affalant sur une chaise dont les pieds s'écartent dangereusement. « La couverture, capitaine, et cette bouteille d'eau à moitié vide, et ce sandwich au jambon même pas entamé. Il a au moins 3 jours. Bravo, tu es une sacrée détective, je te félicite. Tu viens de trouver le nouveau squat de Momo. » « N'importe quoi, ricane Camille. « Voyons, Camille, on ne parle pas comme ça aux adultes. »
Mais mamie, il ne se pose jamais les bonnes questions. Qui sont demande Duflèr d'un air moqueur. Pourquoi Momo a laissé toutes ses affaires sous le pont? Pourquoi il ne vient plus faire la manche à l'école? Pourquoi il ne nous a pas répondu tout à l'heure quand Ulysse hurlait à la mort et qu'on tambourinait contre la porte? Pourquoi les chiens ont disparu? Parce que mademoiselle, j'ai toujours raison, coupe Duflèr. Tu ne sais pas tout sur Momo. Alors si tu veux bien te calmer et m'écouter, je vais te dire qui est ton cher Momo et pourquoi il se cache ici. Je sais qui est Momo Saint-Georges-Camille, un gentil SDF qui avant était gardien de musée dans une autre ville et qui a perdu son travail. Et Camille, dis-je fermement, si tu laissais monsieur Duflèr nous dire ce qu'il sait sur Momo. C'est vrai, Camille, confirme Duflèr. Momo a bien été gardien de musée, mais à peine 1 an. Par contre, avant, il avait passé quelques mois en prison. C'est un chouette métier aussi, gardien de prison, remarque Lucas. Le problème, continue le capitaine, c'est que Momo n'était pas du bon côté des barreaux. Mais comment savez-vous ça? Marmonne Camille dubitative. Aurais-tu oublié que je suis policier? Un peu, oui. Camille! Laissez, madame, je comprends qu'elle soit en colère. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour aller en prison? Demande Lucas. Momo n'est pas méchant. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Disons qu'il a fait une grosse bêtise, précise le capitaine. Et pourquoi se cacherait-il 2 ans après? Ça, madame, je ne le sais pas encore. À mon avis, il prépare un mauvais coup. Ou alors, il fuit ses anciens complices. Mais maintenant que grâce à vous je connais sa planque, je vais l'attendre ici. Il faudra bien qu'il me dise ce qu'il mijote. Quant à vous 3, merci de regagner votre maison et de ne plus intervenir dans cette malheureuse affaire. Mais, exécution, j'ai dit. Sinon, je vous arrête et je vous enferme dans le fourgon pour entrave à enquête policière. Sur ces paroles, Duflèr se dirige vers les toilettes. Je fais signe aux enfants de se taire et de me suivre. Mamie, chuchote Lucas au milieu de l'entrepôt en me tendant une enveloppe. Regarde ce que j'ai trouvé sous une chaise. Musée des Beaux-Arts, exposition Bruegel, du 15 octobre au 31 décembre. Pourquoi tu l'as pas donné au capitaine? Parce qu'il est nul, s'écrie Camille. Chut! Tellement nul, insistait la voix basse, qu'il ne sait même pas que Momo est musulman. Voilà pourquoi il n'a pas mangé le sandwich au jambon. Camille, s'il te plaît, dit Lucas, oublie le capitaine Duflèr. Mamie, tu as vu? C'est une enveloppe avec le cachet du musée des Beaux-Arts de la ville. Elle a dû tomber de la poche de Momo, dis-je. Pourquoi voudrais-tu qu'il ait une enveloppe du musée, me rétorque Lucas. Une enveloppe vide, et sans aucune adresse dessus. Non, moi, je crois que c'est son ravisseur qui l'a laissé tomber par mégarde. D'accord avec toi, Lucas, exclame Camille. Et si ça se trouve, c'est un employé du musée qui a enfermé Momo ici. En tout cas, c'est une drôle de coïncidence. Que diriez-vous, les enfants, si on allait faire un petit tour au musée? Il est ouvert jusqu'à 18h. Oh, mais c'est super loin à pied, souffle Lucas. Qui t'a dit qu'on y allait à pied, dis-je en tirant la porte métallique derrière moi. Allez, aidez-moi à fermer cette porte. Si on arrive à bien l'enclencher, Duflèr ne pourra pas l'ouvrir de l'intérieur sans clé. Après, tous dans le fourgon. Notre capitaine préféré a laissé les clés sur le contact. Mamie! Si c'est pour me dire que je suis folle, je le sais. Chapitre 9. Ça suffit, lâchez-la. Pas très difficile à conduire, un fourgon de police. Juste un peu plus encombrant que mon Kangoo. Mais beaucoup plus rapide. Surtout depuis que Camille a trouvé comment actionner sirène et gyrophare. Bien, dis-je en me garant devant le porche du musée des Beaux-Arts. On se donne 1 heure pour voir si on trouve quelque chose qui pourrait nous mener à Momo. Vous resterez dans les salles d'exposition. Repérez tous les gardiens. Regardez si l'un d'entre eux n'a pas un comportement bizarre. Et profitez aussi de l'expo. Moi, je vais aller fouiner du côté des bureaux administratifs de la réserve. Mais quelle réserve, mamie? Tout le sous-sol est aménagé pour recevoir et conserver les œuvres qui ne peuvent pas être exposées, faute de place. Je l'ai visité 2 ou 3 fois avec mes élèves. C'est un endroit assez extraordinaire. Le problème, c'est qu'il y a des caméras partout. Le mieux est donc de jouer la touriste tête en l'air.
Je règle les 3 tickets d'entrée, j'accompagne Camille et Lucas dans la première salle, puis je reviens dans le hall d'entrée. Direction les toilettes. Toilettes dont je ressors en faisant semblant d'être plongée dans le mini-catalogue de l'exposition. Un coup d'œil vers la caissière, elle est très occupée avec un couple de touristes chinois. J'en profite pour me diriger vers l'escalier qui mène à la fois au bureau administratif du premier étage et à la réserve au sous-sol. Monter ou descendre? Pas le temps de choisir. Une sonnerie retentit à l'étage. Efficace, le système de surveillance. Mais à bien écouter, ça ressemble plus à une sonnerie de téléphone qu'à une alarme. D'autant plus que ça s'arrête au bout de quelques secondes. Je grimpe l'escalier 4 à 4. Important de garder la forme passé 60 ans. Et m'approche de la première porte sur ma droite. J'y colle mon oreille. Une voix d'homme. Oui, je l'ai déménagé. Il y avait 2 chiens qui hurlaient devant l'entrepôt. Ça aurait pu attirer des curieux. Eux aussi, je m'en suis occupée. Non, il ne veut rien savoir. Une vraie tête de mule. Tu as raison. Il sait trop de choses. S'il en parle à la police, on est fichu. Ok. On n'a plus le choix, je te rappelle. Tétanisée par ce que je viens d'entendre, je n'ai même pas le réflexe de me décoller de la porte. Par contre, j'en entends une autre qui claque. L'homme au téléphone a dû quitter la pièce par une autre issue. Je redescends l'escalier, traverse le hall d'entrée, envahi de Chinois, et rejoins les enfants devant la réplique d'une des œuvres les plus célèbres de Bruegel l'Ancien, Chasseur dans la neige. Avec quelques mimiques, je leur fais comprendre que la visite est terminée et qu'il faut quitter le musée au plus vite. Hall d'entrée, foule chinoise et non, pas lui, pas du flair, que Camille vient de percuter bien involontairement en fendant le groupe. Le capitaine, dans un réflexe étonnant, a réussi à lui attraper la main droite. « Lâchez-moi, espèce de gros nul !» hurle Camille. « Quand tu m'auras dit où est ta grand-mère ?» siffle le policier. Les Chinois, d'abord surpris, éclatent de rire, puis se mettent à applaudir, pensant sans doute assister à une danse traditionnelle locale tellement Camille et Duflair se tortillent, gigotent dans tous les sens. Elle, pour lui échapper, et lui, pour éviter coups de pied et poings et autres ruades. J'écarte vigoureusement quelques Asiatiques et je me précipite vers le capitaine. « Ça suffit, lâchez-la. Je suis là, vous n'avez pas honte de vous en prendre à une enfant? Et vous? Vous savez ce que ça va vous coûter, le vol d'un véhicule de police ?» rétorque-t-il en libérant Camille, qui continue à lui marteler le ventre de ses 2 petits poings sous les encouragements frénétiques des touristes chinois. Je pousse le capitaine et Camille dehors, avant que la caissière ne mobilise tout le personnel du musée pour ramener le calme. Pas la peine que tout le monde me repère, si, comme je le pense, je devrais revenir fouiner ici un peu plus tard. Le temps que Camille s'apaise, que Duflair récupère quelques forces, je lui demande presque admirative. « Comment vous nous avez retrouvés aussi vite ? Tous nos véhicules sont équipés d'un système de géolocalisation. » Ah, évidemment. Et comment avez-vous réussi à déverrouiller la porte de l'entrepôt ? Le serrurier est arrivé juste après votre vol du fourgon. Ce n'était pas un vol. C'était quoi alors ? Un emprunt. Et en plus, vous vous foutez de moi, croyez-moi. Vous avez de la chance qu'Andrea vous adore. Qu'est-ce que vous racontez, capitaine ? L'effort physique vous fait délirer ? Je sais très bien ce que je raconte. Et quant à vous, soit, comme mon petit Andrea le réclame à corps et à cri, vous lui donnez des cours de maths chaque samedi, soit je vous expédie chez le juge pour ce que vous savez. Mais, capitaine, expliquai-je sereinement, vous n'avez aucune preuve ? Désolée, madame, mais tous nos véhicules sont également équipés de caméras qui enregistrent ce qui se passe à l'arrière du fourgon et dans la cabine dès que le contact est mis. Ah, si je comprends bien, je n'ai pas le choix. Vous avez bien compris. Que fait-on alors, capitaine ? Eh bien, vous me suivez jusqu'au commissariat, vous signez une promesse d'engagement pour les cours d'Andrea et en contrepartie, je détruis les enregistrements. Je vous suis, mais faisons vite, dis-je résigné. Merci de me rendre les clés du fourgon. En échange, voici celle de la camionnette du serrurier que je vous demande de ramener jusqu'au commissariat,
Avant de venir ici, j'ai déposé ce brave homme à la clinique, où sa femme est en train d'accoucher. Chapitre 10. Et il les a abandonnés. Dans la camionnette, Camille, visage fermé, ne desserre pas les dents. Je peux savoir pourquoi tu fais la tête? À cause de Lucas. Lucas? Oui, il n'est même pas venu m'aider quand Duflers m'a attrapé. Quel lâche! Camille, tu sais bien que ton cousin déteste la bagarre. Ce n'est pas une raison. J'étais en danger et si tu arrêtais d'exagérer, c'est moi qui lui ai fait signe de ne pas s'en mêler et de nous attendre au musée. Pourquoi on y retourne? Oui, Camille, j'ai entendu un des ravisseurs de Momo téléphoner à un complice. Alors Momo est là-bas? Ça, je ne sais pas, Camille. Mais ça vaut la peine de vérifier. Donc, si tu veux bien retrouver ton sourire et ne pas contrarier le capitaine le temps que je signe son contrat, ça nous fera gagner du temps. Mais justement, mamie, il y a aussi Andrea. Quoi, Andrea? Ton samedi. C'est pour Lucas et moi. Déjà que ça passe trop vite, si en plus tu dois consacrer une heure de cette handicapée en maths... Camille, s'il te plaît, dis-je en arrêtant la camionnette devant le commissariat et en haussant la voix. Laisse-moi faire. Et je ne veux pas t'entendre tant qu'on sera à l'intérieur. Sinon, tu m'attends dehors sur les marches. Ok, je me tais, promis. Mais Camille a une fâcheuse tendance à oublier ses promesses. Avant même que Duflers n'ait commencé à effacer la vidéo, me montrant au volant du panier à salade, elle lance. Alors maintenant, capitaine, vous retournez passer votre week-end à l'entrepôt? Je t'ai interdit de te mêler de mon enquête, gronde Duflers. Mais pas d'en parler, rétorque Camille. Excusez-la, capitaine, intervins-je, craignant que la situation ne s'envenime. Mais Camille est comme nous. Elle s'inquiète pour Momo. Comme si un homme qui a abandonné femme et enfant mérite qu'on s'inquiète pour lui. Qu'est-ce que vous racontez, capitaine? La vérité. Votre Momo, Mohamed Dulac, pour être précis, est marié et a une petite fille. Et il les a abandonnés. Plus facile de vivre dans la rue que de s'occuper de sa famille. Comment vous en êtes si sûr, capitaine? Et ne me répondez pas que vous êtes policier. Je le sais. Madame, tout le monde peut consulter le registre d'état civil. Et comme M. Dulac a fait de la prison, il ne nous a pas été difficile, quand il est arrivé en ville, de retrouver son pédigré. Je ne vous parle ni de son nom, ni de la composition de sa famille, capitaine. Je vous demande si vous êtes sûr qu'il a abandonné sa femme et sa fille. Voyons, ricane Duflers. Réfléchissez, 2 secondes. Sont-elles avec lui? Dans la rue? Dorment-elles sous le pont des Tanards? Dans sa tente grand luxe? Trop, c'est trop. Je me lève, prends Camille par la main et lui dis. Viens, laissons le capitaine à ses certitudes et à ses jugements. Tu as raison, Camille, il est vraiment trop nul. Non mais, vous croyez que vous pouvez insulter un officier de police? Hurle Duflers. Dès lundi matin, c'est une double plainte que je dépose auprès de juge. Attendez-vous à être convoqué samedi prochain. Pas de problème, je serai là, capitaine. Il me tarde de revoir ce cher commissaire Sabouge. Et ce bon juge Marchand. Pas le temps de réfléchir aux conséquences de mon coup de sang, ni de reprocher à Camille d'avoir avalé sa promesse, car Lucas nous attend sur le perron du commissariat. Tiens, voilà le lâche. Camille! Laisse, mamie, dit calmement Lucas. Si le lâche avait réagi comme l'intrépide mademoiselle Camille, le lâche ne saurait pas où est Momo. Hein? Oui, mamie. Quand vous êtes partie avec Duflers, je suis allée traîner autour du musée et j'ai entendu des aboiements provenant d'un bâtiment au fond du parc. Et tu as vu les chiens? Demande Camille. Non. Pour accéder à cette partie, il faut passer une très haute grille qui est fermée à clé. Mais je suis revenue à l'entrée du musée. La caissière, qui venait enfin de servir le dernier chinois, était dehors en train de souffler l'air. De rien, je lui ai parlé des chiens. Elle m'a dit que les aboiements avaient commencé vers 15 heures. Elle m'a même dit que depuis 10 ans qu'elle travaillait au musée, c'était la première fois qu'elle entendait des chiens aboyer dans le parc. Aucun doute, ce sont Ulysse et Don Quichotte. Et forcément, Momo ne doit pas être très loin. Bien joué, Lucas, le félicitai-je. Il faut y aller au plus vite. Si l'homme que j'ai entendu téléphoner a vu ou a été mis au courant de l'intervention de Duflers, Momo et les chiens sont vraiment en danger. Allez les enfants, en voiture. Mamie, on ne reprend quand même pas le panier à salade, s'étrangle Camille.
Mais non, la camionnette du serrurier. Il y a tout ce qu'il faut dedans pour offrir une serrure récalcitrante. Regardez, j'ai oublié de rendre les clés au capitaine. Mamie, tu es... Chapitre 11. Vous me remercierez plus tard. Le court trajet nous laisse quand même le temps d'élaborer un plan d'action pour entrer dans le musée. Plan que l'on peut résumer ainsi. 1. S'assurer avant tout qu'il s'agit bien d'Ulysse et de Don Quichotte. 2. Attendre que tous les employés aient quitté le musée. 3. M'introduire alors dans la cour du musée, Camille et Lucas faisant le guet. La première partie n'est pas la plus compliquée. Une fois tous sortis de la camionnette et cachés derrière l'abribus, face à l'entrée du musée, je télécharge sur mon smartphone l'application. En laisse, puis je tape le code PCMDQ pour Papy Monchou, Don Quichotte. Et aussitôt, le satellite se met à chercher où est mon fidèle teckel grâce à la puce informatique placée dans son collier. Bingo! Don Quichotte est à 30 mètres de nous. La deuxième partie est plus délicate. Comment être sûr que tout le monde a quitté le musée? Au cours de leur visite, les enfants ont repéré 4 gardiens, 2 hommes et 2 femmes, plus la caissière. À 6h06, ces 5 personnes ont quitté le musée, de même qu'un homme d'une 40aine d'années en costume cravate. Ça doit être le directeur du musée, dit Lucas. Il est nouveau, et l'Expo Bruegel est sa première exposition. Je l'ai lu dans le journal municipal. Nous attendons 5 minutes de plus avant de lancer la dernière partie de notre plan. 5 minutes dont je profite pour rebriefer les enfants. Une fois que je serai dans le musée, si je ne suis pas revenue avec ou sans Momo, une demi-heure plus tard, Camille, tu cours jusqu'au commissariat et tu convaincs Duflair de rappliquer avec des renforts. Toi, Lucas, tu attends, caché, ici, au cas où je sortirai plus tard. Si quelqu'un d'autre sort, tu regardes à quoi il ressemble et vers où il part. S'il monte dans une voiture, tu notes le numéro de la plaque, mais surtout, tu ne le suis pas. Avec le trousseau de clés passe-partout du serrurier, c'est un jeu d'enfant que de crocheter la porte du musée. Mais première anicroche, dès que je suis dans la cour, la porte du hall d'accueil est ouverte. Il y a encore quelqu'un dans le musée. Sûrement le personnel de ménage, me dis-je, essayant tant bien que mal de ne pas paniquer. Je contourne le bâtiment principal et entends des aboiements, provenant de la remise au fond du parc. Je trottine jusqu'à la grille d'accès. Les chiens, qui ont dû me sentir, aboient de plus en plus fort. Pas de doute, un des deux est mon Don Quichotte. Trouver le bon passe est une autre paire de manches. Les chiens hurlent. Enfin, la serrure cède. Je pousse la grille. Je fonce vers la remise. Calme, Don Quichotte, calme, c'est moi. Calme, les chiens. Vous allez ameuter tout le quartier. Nouvelle serrure, nouvelle clé. J'en essaye 1, 2, 3, et suis ceinturé, soulevé du sol par un robuste bras gauche, le temps qu'une main droite ouvre la porte. Le bras me repose à terre et me pousse à l'intérieur. Dans la pénombre, je distingue un homme bâillonné attaché à une chaise. À côté, dans une grande cage grillagée, 4 yeux furieux et des crocs blancs. Je me retourne pour essayer de dévisager mon agresseur, mais il est cagoulé. Alors je me laisse tomber entre son prisonnier et les chiens. Un léger quart de tour pour envoyer ma main droite vers la cage et en ouvrir la porte en hurlant « Attaque, Don Quichotte, attaque !» Les 2 chiens jaillissent de la cage comme des fauves et se jettent sur l'homme cagoulé, qui, croyant que j'étais victime d'un malaise, venait me relever. Don Quichotte, lui, agrippe le mollet gauche, en même temps qu'Ulysse, bien plus grand, lui enfonce les crocs dans le fessier. L'homme réussit non sans mal à repousser les 2 chiens et sort de la remise en hurlant. Aussitôt, Don Quichotte et Ulysse se lancent à sa poursuite, enragés par l'odeur du sang. Je me relève et à l'aide d'un opinel récupéré dans la camionnette, je libère Momo.
M- m- Merci. Vous me remercierez plus tard. Venez, ne traînons pas ici. Appuyez-vous sur moi. Vous m'avez l'air bien faible. Nous arrivons tant bien que mal dans la cour. Don Quichotte et Ulysse grattent furieusement la porte du hall d'accueil, dont la poignée est maculée de sang. J'ouvre le porche et fais signe aux enfants de venir aider Momo à traverser la rue. Puis, je vais récupérer les chiens. Ils sont tellement enragés que je dois les prendre par la peau du cou et les traîner sur le sol. Arrivés à la maison, nous allongeons Momo sur le canapé du salon, le temps de préparer un gros plat de pâtes et de découper le rôti de bœuf froid que Fatoumata nous fait toujours cuire le vendredi et que nous dégustons le samedi soir avant mon départ. Après le repas, pendant lequel personne n'a prononcé un seul mot, je propose à Momo de retourner se reposer dans le canapé. Le temps que je ramène la camionnette chez le serrurier, qui est à 3 rues d'ici. Non, c'est gentil, Madame Jo, me répond-il. Par contre, si je pouvais prendre une douche, ce ne serait pas de refus. Oh, mais bien sûr, j'aurais déjà dû vous le proposer. La salle de bain est au fond du couloir. Je vous attrape une serviette et quelques habits propres. Ce n'est pas la peine, je vais juste... Laissez-vous faire, monsieur Momo. Vous avez à peu près la même taille que mon fils. Et si vous saviez le nombre de pantalons et de chemises qu'il ne met presque jamais... Mais que dira votre fils? Oh, il ne dira rien, parce qu'il n'en saura rien. C'est notre règle numéro 3, n'est-ce pas les enfants? Tiens, Lucas, le temps que je rapporte les affaires dans la salle de bain, montre à notre ami le règlement de nos samedis. Il n'y a que 3 règles, mais elles sont incontournables. Et comme vous le constaterez, lues et approuvées par les enfants, leurs parents et moi-même. Règle numéro 1. De Camille et Lucas, chaque samedi d'école, Marie-Jo s'occupera. Règle numéro 2. À Mamie Jo, Camille et Lucas obéiront. Règle numéro 3. Des activités, jamais les parents ne s'inquiéteront et de questions ne poseront. Lu et approuvé. Camille, Lucas, Brigitte, mère de Lucas, Bernard et Fatoumata, parents de Camille. Josette, dit Mamie Jo, grand-mère de Camille et Lucas. Mais pas de leçons ni de devoirs. Chapitre 12. Je le connais trop bien. Un quart d'heure plus tard, quand Momo nous rejoint dans la cuisine, il est méconnaissable. Bien sûr, un pantalon propre et repassé, une chemise blanche, ça vous change un homme, mais pas que. Il s'est rasé, a passé un coup de peigne dans ses longs cheveux mouillés et a retrouvé des couleurs. Sûrement l'effet combiné de la viande rouge et de l'eau chaude. « Ouah, Momo, mais t'es trop beau !» s'exclame Camille, en se redressant au-dessus de l'évier où elle finit la vaisselle. « Super classe, Momo !»« Voyons, Camille, on ne tutoie pas les adultes. »« Mais c'est notre ami, mamie. Tout le monde le tutoie. C'est bien vrai, Momo. Tous les enfants de l'école te... » « Camille !»« Laissez, Madame Jo. Camille a raison. Tous les enfants m'appellent Momo et me tutoient. Et si les amis sont ceux qui sont là pour vous aider quand la vie est difficile, alors oui, les enfants de l'école sont mes amis, mes seuls amis. Par contre, remarque Lucas, celui qui t'a enfermé et ligoté dans l'entrepôt de matelas, puis dans la remise du musée, ne doit pas être ton copain. Lucas, on avait dit qu'on laisserait Monsieur Momo tranquille, ça ne nous regarde pas. C'est à la police qu'il racontera toutes ses mésaventures s'il le souhaite. C'est ce que je devrais faire, soupire Momo. Mais j'ai bien peur que ça ne serve à rien. Dès qu'il va me voir, Duflair va me mettre derrière les barreaux. Rassurez-vous, dis-je, il n'y a pas que lui au commissariat. Il y a 2 autres capitaines. Et le commissaire, ça bouge. Ah, ça ne changera pas grand-chose. Pourquoi? Tu connais pas celui qui t'a kidnappé? Demande Camille. Oh, si je le connais. Je le connais trop bien. Tu l'as vu? Non, il m'a assommé par derrière, et quand il m'apportait à manger, il était toujours cagoulé. Mais je sais qui c'est. Eh bien, on s'en occupera samedi prochain, dis-je. Moi,
je dois rentrer. Enfin, s'indigne Lucas, papy mon chou peut bien attendre. Il ne va quand même pas mourir de faim si tu arrives à 9 heures ou même si tu restes ici jusqu'à demain soir. Hors de question. Une seule règle avec papy mon chou. Les petits-enfants tu garderas, mais à 20 heures, tu seras là. C'est de l'esclavage. Oh, tout de suite les grands mots, Camille. Disons plutôt que 40 ans de vie commune nécessitent quelques concessions. Et crois-moi, celle-ci n'est pas des plus contraignantes. Mais pour une fois, non, Camille. Quand on accepte un règlement, on le respecte jusqu'au bout. Bon, dit Lucas, puisque Momo ne peut pas rester en ville tant qu'on n'a pas arrêté son kidnappeur, et tant que Duflair ne sait pas qu'on l'a retrouvé, je propose qu'il aille bricoler une semaine à la campagne. À la campagne? Oui, chez toi, mamie. Momo est super bricoleur. Tout le contraire de papy mon chou. Donc, tout le monde y gagne. Toi, qui pourras enfin réutiliser tout ce qui est en panne, papy mon chou, que tu laisseras enfin tranquille, et Momo, qui aura le temps de reprendre des couleurs et des kilos en bon air de Tralacombe, sans oublier Don Quichotte et Ulysse, qui s'entendent déjà comme larrons en foire. Qu'est-ce que vous en pensez? Demandai-je en me retournant vers Momo. Pourquoi pas? Mais qu'est-ce que je répondrai à votre mari quand il me demandera mon métier? Rassurez-vous, papy mon chou pose peu de questions. Allez, en route, on est déjà en retard. J'aimerais bien qu'on passe récupérer mes affaires et mes papiers sous le pont des tanneurs. Enfin, s'il en reste quelque chose. Malheureusement, ça ne va pas être... Mamie, me coupe Camille. Je téléphone à papy et je lui dis que tu auras une demi-heure de retard. Crois-moi, quand je vais lui expliquer qu'il n'aura plus rien à réparer dans la maison, il sera prêt à t'attendre toute la nuit. La main dans le sac. Chapitre 13. Excuse. Accepté. Samedi 18 octobre. Silence les chiens. On ne s'entend plus. Une semaine à courir dans les bois après les lièvres et les sangliers. Alors bien sûr, ce matin, Don Quichotte et Ulysse se sentent un peu à l'étroit dans la Congo. Si on les laissait à papy mon chou, me propose Momo alors que je desserre le frein à main, je ne suis pas sûre qu'ils soient très heureux de quitter leur terrain de jeu. Vous me ramènerez Ulysse samedi prochain? Pourquoi pas, dis-je en coupant le contact, sans compter que, si notre plan ne fonctionne pas comme prévu, on n'aura pas vraiment le temps de s'occuper d'eux. Momo descend, ouvre la porte latérale et libère les chiens qui foncent aussitôt dans les fourrés en jappant de plaisir. Et vous, monsieur Momo, content de retourner à la ville? Trop chouette cette semaine à se reposer, manger des bons plats. Vous êtes une sacrée cuisinière. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Et papy mon chou, un mari en or que vous avez là. Oui, bon, faut quand même pas exagérer, hein. D'accord, il n'est ni bricoleur, ni cuisinier, mais il en connaît un sacré rayon sur les chiens et sur le foot. Dites-moi, monsieur Momo, c'est une de vos deux spécialités, ça? Mes deux spécialités? Quelle spécialité? Par exemple, ne jamais répondre aux questions que je vous pose. Quand elles sont idiotes, je n'y réponds jamais, dit-il dans un grand éclat de rire. Bien sûr que je suis content de revenir en ville, de revoir Camille et Lucas. Bien sûr qu'il me tarde de mettre la main sur mon kidnappeur, cette ordure de brou de chou. Mais dites-moi, quelle est ma seconde spécialité, Madame Jo? De rarement parler de votre passé ou de votre présent, et encore moins de votre futur. Mon passé? Une grosse bêtise et 3 mois de prison. Puis, gardien de musée, avant de me faire virer. Mon présent? SDF. Et mon futur proche? Bah SDF. Tout ça, je vous l'ai déjà dit, Madame Jo. Mais peut-être qu'il y a autre chose qui vous intéresse dans ma passionnante existence. Non, dis-je en regrettant de ne pas avoir le courage de le questionner sur sa femme et sa fille. Excusez-moi, monsieur Momo, je ne voulais pas être désagréable. Excuse, acceptez, grommelle-t-il en se tassant dans son siège et en fermant les yeux, coupant court
à toute discussion. Je me concentre sur la conduite. La route est sinueuse et étroite. Et ce matin, une brume automnale enveloppe la campagne. Une fois sur l'autoroute, j'enclenche le régulateur de vitesse. J'en profite du peu de circulation pour me remémorer tout ce que Momo m'a révélé au cours de la semaine, sur ces 3 dernières années, et notamment sur ce bout de chou, dont il est sûr qu'il s'agit de son ravisseur. Chapitre 14. Vous n'êtes qu'une ordure. Il y a 2 ans, à 400 km d'ici, alors que Momo purgeait sa peine de prison, le juge d'application des peines lui proposa d'intégrer l'équipe des gardiens du musée d'art contemporain. Le soir, bien sûr, il revenait dormir dans sa cellule. Pour une fois, la chance sourit à Momo. Un des gardiens démissionna et M. Broutchou, le directeur du musée, l'engagea en CDD dès sa libération. Momo se voyait déjà passer toute sa vie au milieu des Matisse, Chagall et autres du buffet. Pendant 1 an, tout se déroula à merveille, jusqu'à ce qu'il découvre un trafic d'œuvres dans le musée. Chaque semaine, une peinture originale était remplacée par une copie. Que faire? En parler à qui? Pour quel résultat? Être le premier et seul suspect? Un repris de justice. Voilà un coupable idéal. Alors Momo décida de mener lui-même l'enquête. Pour cela, il se laissa enfermer plusieurs fois de suite dans le musée. S'il découvrait celui qui falsifiait et échangeait les œuvres, alors il pourrait prévenir M. Broutchou. À lui ensuite d'alerter la police et la justice. Tout se passa comme il l'avait prévu, à un détail près. C'est le directeur du musée que Momo surprit en flagrant délit, en train de décrocher un croquis de Picasso et de le remplacer par une copie. Et Broutchou était accompagné d'un complice. Max, ami d'enfance de Momo. Max aux doigts d'or, le plus grand faussaire de tous les temps. Malheureusement, eux aussi avaient repéré Momo, et le lendemain, à la première heure, il fut convoqué dans le bureau du directeur. Ce dernier tenait à la main une toile éventrée, qui lui brandit aussitôt sous le nez en hurlant. « Pouvez-vous m'expliquer, monsieur Mohamed Dulac, ce que vous faisiez hier soir à 21h dans le musée, et pourquoi vous avez détruit cette œuvre? Mais je n'ai... Vous osez dire que vous n'étiez pas dans le musée, monsieur Mohamed Dulac? Les caméras de surveillance vous ont filmé hier soir, comme les 4 soirs précédents. Avec votre ami Max, nous avons un peu trafiqué la vidéo. Croyez-moi, c'est bien vous sur l'enregistrement qui massacrez ce Cli, enfin, ce faux Cli. Vous n'êtes qu'une ordure. Mais non, la preuve, je vais vous faire une proposition honnête que vous n'allez pas pouvoir refuser. Si d'ici ce soir vous disparaissez, personne ne verra jamais cette vidéo. Par contre, si vous vous amusez de parler de notre petit trafic, retour derrière les barreaux. Votre vieux copain Max est prêt à témoigner que c'est à vous qu'il fournit les copies. Voilà comment du jour au lendemain, Momo perdit son travail et fut forcé de quitter sa ville natale. Voilà comment, après avoir dépensé ses maigres économies, il se retrouva à la rue et s'installa 400 km plus loin, sous le pont des tanneurs. Il y a une douzaine de jours, alors qu'il balayait le préau de l'école, Momo aperçut un enfant et son père traverser la cour à grande enjambée. Le garçon se dirigea vers lui pour lui demander où se trouvait le bureau du directeur. Momo n'avait jamais vu le garçon. Par contre, son père, il ne le connaissait que trop bien, Broutchou. À midi, histoire d'être sûr qu'il n'était pas victime d'hallucinations, Momo demanda au directeur de l'école qui était le nouvel élève. Monsieur Sontané lui répondit qu'il s'appelait Malo, Broutchou, et que son père venait d'être nommé directeur du musée des beaux-arts de la ville. Quel choc pour Momo! 2 ans plus tard, le cauchemar recommençait. Le lendemain, sans trop savoir pourquoi, persuadé que Broutchou ne l'avait pas reconnu, Momo décidait d'aller fouiner à côté du musée. Mais, à peine l'entrée du parc franchie, un grand coup derrière la tête l'envoya à terre, et dans l'entrepôt de matelas. Chapitre 15. Mamie Jo, t'es sauvée! Vous croyez que Broutchou a mordu à l'hameçon? Me demande Momo alors que j'engage le kangou dans la rue des parents de Camille. Ah, vous êtes enfin réveillée! Je ne dormais pas,
Et pour une fois, c'est vous qui ne répondez pas à ma question. Écoutez, monsieur Momo, j'ai rendez-vous dans moins d'une heure avec Brucho. Mercredi dernier au téléphone, il a eu l'air très intéressé quand je lui ai parlé de ma passion pour les œuvres de Matisse et rassuré quand je lui ai dit que j'appelais de la part de Mado. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je vous accompagne? Si Brucho vous reconnaît ou si depuis mercredi il a téléphoné à Mado, il peut être très dangereux. Je resterai dans la voiture et n'interviendrai que si vous êtes en danger. Non, on fait comme prévu. Vous restez avec Camille et Lucas. Pas question que quelqu'un vous voie dans la ville. Ni Bruchou, ni encore moins... Ouh, baissez-vous vite. Mais, baissez-vous, je vous dis. Duflair est devant la maison. Restez cachés dans la voiture. Je vais voir ce qu'il fait là. Avec son fils. Je reviens vous chercher quand il aura débarrassé le plancher. Mamie Jo, t'es sauvée, hurle le petit Andrea en se précipitant vers moi dès qu'il me voit. Mamie Jo, t'es sauvée. Mais que raconte votre fils, capitaine, dis-je, en essayant de décrocher Andrea de ma jambe gauche. J'ai tout effacé. T'es sauvé, j'ai tout effacé. Capitaine, si vous m'expliquiez avant que votre fils n'ameute tout le quartier. Andrea a entendu notre conversation samedi dernier. Alors, il a piraté l'ordinateur central du commissariat et a effacé toutes les vidéos du fourgon cellulaire. Vous vous moquez de moi, Duflair. Non, ami Jo, s'exclame Andrea. Je suis plus fort en informatique qu'en mathématiques. Tout est effacé. Tu ne vas plus chez le juge. C'est drôlement gentil, Andrea, dis-je en essayant maintenant de le décoller de ma jambe droite. Mais il ne fallait pas te lever si tôt pour m'apprendre cette bonne nouvelle. Capitaine, où est-ce que vous allez? Au travail, madame. Et plus exactement à l'entrepôt de matelas. Votre Momo n'y a toujours pas remis les pieds. Je suis sûre qu'on n'entendra plus jamais parler de lui. Mais le commissaire Sabouge m'a demandé d'y faire un dernier jour de planque. Du coup, c'est lui qui assure la permanence aujourd'hui au commissariat. Mais, capitaine, votre fils? Je vous le laisse, me répondit-il en s'engouffrant dans sa voiture. Sa grande sœur viendra le chercher à midi. Il est trop heureux de faire des maths avec vous. Et de vous à moi, vous le devez bien ça. En plus, je crois qu'il aime bien votre petite fille. Je n'ai pas le temps d'attraper la clé de la maison dans la poche de mon manteau que la porte s'ouvre. À leur tête, je comprends tout de suite que Lucas et Camille ont entendu toute la conversation. « Qu'est-ce qu'on va faire de lui ?» me demande Lucas, toujours aussi pragmatique. « Toi, menace Camille en pointant le doigt sur Andrea. Si tu appelles encore une fois Mamie Jo, c'est en petits morceaux que ta sœur te récupérera à midi. Et si on commençait par la bise de bienvenue, les enfants ?» Un quart d'heure plus tard, tout le monde a retrouvé un semblant de calme et de sérénité. Il faut dire que l'arrivée de Momo a fait hurler de rire Andrea, ce qui l'a rendu bien plus sympathique aux yeux de Camille et Lucas. « J'y crois pas. Il est trop nul, c'est pas vrai !» s'est-il étranglé entre deux hoquets. « Vous avez retrouvé et délivré Momo alors que mon père a parié avec tout le commissariat qu'il était à l'autre bout du pays et qu'on ne le reverrait plus. Il est vraiment trop nul. » Voyons, Andrea, on ne parle pas comme ça de son père. Pardon, Madame Jo. Mon père, je l'aime bien, mais c'est juste qu'il devrait changer de métier. En 20 ans, il n'a jamais arrêté personne. Ah si, une fois, mais c'était un gars qui était venu se dénoncer au commissariat. Et ses collègues ne sont guère plus efficaces. Voilà qui me conforte dans l'idée de piéger Bruchou sans faire appel à Duflair et à ses acolytes. Andrea, désolée, mais ce matin, je ne vais pas avoir le temps de te donner un cours de maths. Pas grave, Madame Jo, j'en sais sûrement plus que vous. Mais qu'est-ce que tu racontes, hurle Camille. T'es le plus nul de la classe. Ça, mademoiselle, c'est moi la plus forte. C'est ce que je fais croire à tout le monde. Mais pourquoi demande Lucas. Tout le monde, et mon père en premier, se focalise sur mes difficultés en maths. Et du coup, personne ne s'intéresse à mon addiction à l'informatique. D'ailleurs, si vous avez un bon ordi dans cette maison, promis, je ne vous embête pas de la matinée. Tu pourrais faire quelques recherches pour moi, lui demande Momo. Avec plaisir, j'adore fouiner sur le web. L'ordinateur de mes parents est dans le bureau, dit Camille. Mais je ne connais pas le code d'accès. Aucun problème, Camille. Il m'a fallu seulement 10 minutes pour entrer dans le système informatique du commissariat. Alors ici, ce sera un jeu d'enfant. Le temps que Camille accompagne Andrea et Momo jusqu'au bureau, je termine mon petit déjeuner, tout en faisant le point avec Lucas, qui, en organisateur né,
a tout préparé pour mon entrevue avec Brochou. Mamie, voilà tes lunettes. Elles sont chargées. Attention, quand tu les déclencheras, elles n'ont qu'une heure d'autonomie. Je les ai reçues hier soir et elles fonctionnent exactement comme le prototype précédent. Comme voiture, tu peux prendre le coupé Mercedes, Camille a convaincu tonton Bernard d'aller au travail à vélo aujourd'hui. Et j'ai sélectionné 2 ou 3 des tenues les plus chics de Tati Fatoumata. Tu n'as plus qu'à choisir. Bravo Lucas. En 3 jours, joli travail. Je vais me changer. 10 minutes plus tard, quand Momo revient dans le salon, il marque un temps d'arrêt. Waouh, c'est bien vous, Madame Jo. Trop chic, trop classe, méconnaissable. C'est le but, monsieur Momo, que Brochou ne me reconnaisse pas si c'était bien lui, l'homme encagoulé dans la remise samedi dernier. Et quand il va me voir arriver en coupé Mercedes, il sera encore moins méfiant. Chapitre 16. À chacun son pseudo. Pourvu que je ne croise aucun ancien collègue de l'école et que mon amie Arlette ne soit pas à l'accueil, pensai-je en me garant devant le musée des Beaux-Arts. En effet, je me vois mal leur expliquer comment mon vieux kangou s'est transformé en coupé Mercedes et pourquoi je porte robe, chaussures et bijoux de ma belle-fille Fatoumata, sans compter que je me suis collé sur le nez des grosses lunettes carrées de Lucas et vissé sur le crâne une perruque rapportée par ma sœur du carnaval de Rio. Tout cela me donne un look d'enfer. Mais j'ai à peine coupé le contact qu'un homme ouvre la porte de la voiture et me demande méfiant. « C'est vous qui venez de la part de Mado ?»« Oui, bonjour, et vous êtes ?»« Le directeur du musée, suivez-moi. Nous allons passer par la sortie de secours. » Pas évident les talons aiguilles, surtout dans les escaliers en colimaçon. Heureusement, mon guide a lui aussi quelques difficultés avec les marches de sa jambe gauche. Et quand il s'assoit délicatement dans son fauteuil directorial, recouvert d'un grand coussin moelleux, j'ai la preuve indiscutable que Brochou est bien l'homme cagoulé de la remise sur lequel Don Quichotte et Ulysse ont laissé quelques traces douloureuses de crocs. « Ainsi vous connaissez Mado, me demande-t-il sans même me proposer de m'asseoir. « Évidemment, monsieur Brochou. Vous êtes bien monsieur Brochou. Mercredi, si je ne vous avais pas parlé de Mado au téléphone, est-ce que vous auriez accepté de me recevoir ? Sûrement pas. Mais qu'est-ce qui me prouve que nous parlons du même Mado ? Écoutez, je n'ai pas de temps à perdre. En ce moment même, un jet privé m'attend à l'aéroport pour me conduire à Monaco où je rejoins mon mari et une quinzaine d'amis sur notre nouveau yacht. Un petit bijou de 30 mètres de long. Alors si je vous dis que je connais Max au doigt d'or, alias Mado, uniquement pour ces clients dont je suis, ou vous me croyez, ou... Calmez-vous, madame, mais comprenez que je dois prendre quelques précautions. D'autant plus que Mado est à l'étranger, injoignable jusqu'à cet après-midi. Il est aussi très rare que ses clients me contactent directement. Mais je ne suis pas n'importe quelle cliente. Beaucoup des toiles que vous avez dérobées au musée d'art contemporain sont accrochées au mur de notre château de Dordogne, où dorment bien à l'abri dans l'un de nos coffres forts. Je crois qu'il serait dommage pour vous de perdre une fidèle acheteuse, et je ne suis pas sûre que Mado apprécie. Pas de problème, chère madame, dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Eh bien, Max m'a dit qu'il vous restait encore quelques toiles. Exact, 3 Matisse pour être précis. Oh, j'adore Matisse. Ils sont pour moi... Oh, ils vont illuminer notre triplex de Saint-Tropez. Et mon mari aimerait tellement le petit Memling que vous avez ici dans ce musée. Il serait si bien dans notre appartement de Manhattan. Désolée, pour l'instant Mado ne m'a fourni qu'une copie d'un Jérôme Bosch et de notre Rembrandt. Pour votre Memling, il vous faudra patienter un petit peu. Mais dès que vous lui aurez versé 50% du prix en cash, moitié dollar, moitié euro, Max se mettra au travail. Et dès qu'il aura fini, je ferai l'échange avec l'original. Très bien. Il me livrera donc les Matisse et le Memling en même temps. Il connaît l'adresse de notre chalet dans les Alpes suisses, un endroit très discret pour ce genre de transaction. Dites-lui de me contacter dès son retour. Il sait toujours comment me joindre. Parfait. Mais je ne connais pas votre nom. Mamjo. Comment ? Mamjo a chacun son pseudo. Maintenant, si vous permettez, monsieur Brochou, je vais devoir vous laisser. Mon jet privé décolle dans moins de 30 minutes. En réalité, j'ai toutes les preuves qu'il me faut. De plus, je suis très incommodée par une odeur depuis que je suis entrée dans le bureau. À ce moment-là, le téléphone sonne. Brochou, qui s'était levé pour me raccompagner, décroche et marmonne. « Tu peux monter, j'ai fini. »
Il raccroche le combiné et me dit en se laissant tomber sur le gros coussin du fauteuil. Excusez-moi, c'est ma femme. Je lui ai promis un week-end en amoureux à la Baule. Vous me disiez? Rien, je ne lui disais rien. L'odeur, je sais. C'est le coussin en plume d'oie. Et la plume d'oie, je suis allergique. Je vais éternuer. Chapitre 17. Ce coup-ci, il est cuit. Atchoum! Tout s'envole sur le bureau du directeur. Je rattrape au vol mes lunettes, mais fais tomber ma perruque. Je me retrouve nez à nez avec Broutchou qui a jailli de son fauteuil et s'écrie en me coinçant contre l'armoire. Mais je vous ai déjà vu, il n'y a pas si longtemps que ça. Vous êtes... Mais oui, je vous reconnais. Au même instant, par-dessus son épaule, je vois la porte s'ouvrir et une énorme femme entrer dans le bureau. Ni une ni deux, je passe mes bras autour du cou de Broutchou et je l'embrasse où je peux, sur les joues, sur la bouche. Sa femme, folle de jalousie, se rue vers nous en vociférant, sac à main en l'air. C'est avec elle que tu me trompes. Je pousse Broutchou vers son épouse et m'aplatis au sol. Le sac atterrit sur le crâne du mari en même temps qu'une bordée d'injures que je ne peux pas rapporter ici. Broutchou, sonné, perd l'équilibre et entraîne sa femme dans sa chute. Mais même à terre, elle continue de lui asséner de bons coups de sac à main. J'en profite pour quitter le bureau en verrouillant la porte derrière moi. On ne sait jamais. Si Broutchou sort vivant de cette scène conjugale et se lance à ma poursuite, il sera obligé de passer par l'issue de secours, ce qui le retardera un peu plus. Talon aiguille à la main, je dévale les escaliers. Je traverse le hall d'accueil bousculant. Tiens, encore des Chinois! Et je m'engouffre dans le coupé Mercedes. Je démarre en trombe et traverse une bonne partie de la ville avant de m'arrêter devant le commissariat. Un petit tour dans la sanisette publique au milieu de la place et c'est en Mamie Joe que je m'installe au fond du café des Arts. Toutes ces émotions m'ont affamée. Je craque pour un croque-monsieur et une badoie. En attendant ma commande, je sors les lunettes de mon sac à dos, ainsi qu'un petit écran de contrôle et de 2 clés USB. 15 minutes et 2 croque-monsieur plus tard, je téléphone aux enfants. « Allô? Mamie Joe, tu as réussi? »« Oui, Lucas. Broutchou m'a vraiment prise pour une vieille excentrique riche comme Crésus. Et tu lui as fait dire tout ce que tu voulais? Tout. Et encore plus. Tu as tout enregistré? Comme prévu. Génial. Je vais jusqu'au bureau où Momo est vissé à l'ordinateur avec Andrea depuis que tu es parti. Je me demande bien ce qu'ils cherchent tous les deux. Voilà, je te le passe. Allô, monsieur Momo? On le tient. Et grâce à vous. Si vous n'étiez pas rappelé du pseudo que Max utilise au cours de ses affaires crapuleuses, Broutchou ne m'aurait jamais cru. Vous êtes sûre, Madame Jo? Vous savez, Broutchou, c'est un malin. Malin ou pas, ce coup-ci, il est cuit. J'ai tout enregistré grâce à mes lunettes caméra. Vos lunettes caméra? Les enfants ne vous en ont pas parlé? Non, à vrai dire, je profite des compétences informatiques d'Andrea pour enfin... Mais je veux bien vous m'expliquer. C'est très simple. J'adore la nature, les plantes et plus particulièrement les insectes. Pour pouvoir les filmer sans les déranger, ni les effrayer, j'ai déniché sur Internet des lunettes caméra. Jamais entendu parler. Normal, elles sont en phase de dernière mise au point avant commercialisation. Et la petite société belge qui les développe cherchait des bénévoles pour les tester. Hier, ils m'ont envoyé leur dernier prototype chez ma fille Brigitte, la mère de Lucas. Et comment fonctionnent ces lunettes? Tout bêtement, dès que vous les mettez sur votre nez, la caméra microscopique implantée au milieu de la monture se déclenche. Plus besoin de sortir son appareil photo ou sa caméra. Geste qui 9 fois sur 10 fait fuir l'insecte. Vous êtes sûr que cette caméra a tout enregistré? Oui, je viens de visionner le film sur le mini-écran de contrôle fourni avec les lunettes. Son et image parfait. J'ai tout dûment dupliqué sur 2 clés USB. Cuit, je vous dis. Il est cuit. Dès que je raccroche, je porte un de ces enregistrements au rédacteur en chef de France 3, un vieil ami qui saura quoi en faire. Madame Jo, c'est incroyable. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour tout ça. Ne vous tracassez pas. Je n'ai pas besoin de remerciements. Par contre, est-ce que vous savez conduire? Évidemment, je n'ai pas toujours été SDF. Alors, sautez dans le kangou avec les enfants et foncez jusqu'à l'entrepôt de matelas. Mais pourquoi? Le commissariat est fermé jusqu'à 15 heures. Alors c'est à Duflair que je vais remettre l'enregistrement.
et que vous allez expliquer toute votre histoire. On ne ferait pas mieux d'attendre 15 heures et... Non. Alors que je partais, Broutchou m'a reconnu. J'ai réussi à lui échapper, par miracle. Comment ça? Je vous expliquerai tout ça plus tard. Il faut faire vite si on veut le coincer avant qu'il quitte la ville ou ne détruise les preuves de ses forfaits. On se retrouve à l'entrepôt. Le premier arrivé attend l'autre, à l'entrée de la zone du charnel. Chapitre 18. Mamie, non! Mamie, si! Quand j'arrive devant l'entrée de la zone du charnel, Momo et les enfants sont déjà là, faisant les 100 pas autour du kangou. Qu'est-ce que tu faisais, mamie? Me demande Camille en se précipitant pour m'ouvrir la porte du coupé. On s'inquiétait drôlement. Désolée, mais je tenais à remettre l'enregistrement de Broutchou en main propre à mon ami de France 3. J'ai dû attendre la fin de sa réunion avec l'équipe du journal du soir, et ensuite le temps de le briefer. Mais rassurez-moi, Duflair est toujours là. Oui, mamie, me répond Lucas. Regarde, sa voiture est garée là-bas, près de l'ancienne station-service. Qu'est-ce que vous avez fait d'Andrea? Ne me dites pas qu'il est déjà avec son père dans l'entrepôt. Mais non, mamie, sa sœur est passée le récupérer, juste après ton coup de téléphone. Très bien, un problème en moins. Bon. Réfléchissons. Comment s'y prendre avec Duflair? On avait promis de ne plus se mêler de son enquête. Il ne va pas être ravi de vous voir, et je n'ose pas imaginer sa réaction à la vue de Momo. Surtout que d'après Andrea, il est super méga radin, et qu'il a parié pas mal d'euros avec ses collègues, s'exclame Camille. Je pourrais y aller seule dans un premier temps, pour lui montrer l'enregistrement dans le bureau de Broutchou. Il ne verra aucun lien avec la disparition de Momo. Et ensuite, Mamie Jo, me coupe Lucas, tu connais Duflair. On va perdre encore plus de temps. Il vaut mieux y aller tous ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Momo? Je suis d'accord avec Lucas. Et toi, Camille? Pareil, on y va tous les quatre. Allez, on fonce. Ça va lui faire un choc, mais on verra bien. Pour lui faire un choc, ça lui a fait un choc. Et pour voir, on a vu. A. Duflair est entré dans une rage folle. B. Il a mis plus de 10 minutes avant d'accepter de visionner les aveux de Broutchou. C. Pour lui, cet enregistrement est truqué. Et même si ce n'est pas le cas, il n'a aucune valeur juridique tant qu'on n'aura pas mis la main sur les copies des tableaux. D. Momo n'a jamais été séquestré, ni à l'entrepôt, ni dans la remise. E. Il est persuadé que Momo est le chef de la bande de trafiquants et veut se venger de ce pauvre Broutchou qu'il a renvoyé du musée d'art contemporain il y a 2 ans. Pas de F? Alors qu'il cherche à reprendre son souffle, en même temps qu'il essaye de décrocher de sa ceinture une paire de menottes, je lui dis « Calmez-vous, capitaine. Vous êtes au bord de l'évanouissement. Asseyez-vous. Je vous promets que Momo ne va pas s'enfuir. Je vais d'abord vous chercher un peu d'eau. » Je fonce vers la voiture et reviens, une gourde d'eau à la main. « Mamie! Non !» s'écrie Lucas. « Mamie! Si !» crie encore plus fort Camille. « Voilà, capitaine, buvez cela. Une eau légèrement sucrée qui va vous faire le plus grand bien. »« Mamie !» hurle Lucas alors que Duflair avale goulûment le contenu de la gourde. « Pas tout, il va... » Faire de beaux rêves, s'esclave Camille, alors que le capitaine s'effondre et se roule en boule sur le matelas miteux qu'elle a glissé derrière. Lui, dès qu'elle m'a vu la gourde en main. Si vous m'expliquez ce qui se passe, demande Momo, l'air ahuri. Mamie est déjantée, tonne Lucas. Elle vient de faire avaler au capitaine l'eau des chiens. L'eau des chiens? Oui, poursuit Camille. L'eau dont se sert Papy Monchou pour endormir les chiens qui ne supportent pas la voiture quand il les emmène au concours de chasse. Cette eau contient un somnifère, instantané, à usage vétérinaire, qui lui donne ce petit goût sucré dont les chiens sont si friands. Efficace, remarque Momo. Mais vous êtes sûr qu'il va se réveiller? Ne vous inquiétez pas, monsieur Momo. Je ne suis pas si déjantée que le prétend Lucas. D'ici 1 heure ou 2, Duflair se réveillera, frais comme un gardon. Enfin, je l'espère. Chapitre 19. Derrière vous! Duflair neutralisé et le commissariat encore fermé, il ne nous reste qu'une chose à faire. Retrouver par nous-mêmes les copies du Bosch et du Rembrandt. Au mieux encore, les 3 originaux de Matisse volés par Broutchou au musée d'art contemporain. Après 2 minutes de discussion devant l'entrepôt, c'est la proposition de Lucas qui est retenue. Aller fouiller la remise et le bureau du directeur. Il a même un scénario très précis. Primo,
Il téléphonera au musée en se faisant passer pour le fils de Broutchou, afin d'être sûr que ce dernier n'est pas là-bas. Secondo, Lucas et Camille fouilleront de fond en comble la remise. Je n'ai pas rendu toutes les clés au serrurier samedi dernier. Le temps que j'inspecterai le bureau de Broutchou en passant par la sortie de secours, quant à Momo, il fera le guet, étant avec moi le seul à connaître le directeur au cas où ce dernier reviendrait au musée. Comment vous avertir si Broutchou pointe son nez interroge Momo. Je n'ai pas de portable, sauf si tu me laisses le tien, Camille. Désolée, mais mes parents sont très vieux jeu. Pas de portable avant 11 ans. Au fait, Lucas, Andrea n'a pas laissé de message sur ton téléphone, demande Momo. Une adresse, par exemple? Non, Momo, ni SMS, ni mail, ni message vocal. Mais regarde ce qu'il y a dans le kangou, dit Lucas en lui tendant un corps de chasse. Avec cet instrument, Papy Monchou se fait entendre à 3 km par ses chiens. Tiens, Momo, souffle. Après une décennie d'essais infructueux, puis l'émission de quelques boborgimes fort déplaisants, Momo, rouge comme une tomate, au bord de l'asphyxie, maîtrise enfin le corps. Stop, hurle Camille, tu vas nous tuer les tympans et réveiller du flair. Pas fait exprès, mais c'est bon, je suis opérationnel pour faire le guet, dit Momo en se tournant vers moi. Dites, Madame Jo, je peux conduire la Mercedes jusqu'au musée? Pas de problème, mais n'appuyez pas trop sur le champignon. Merci, et pas de souci, je reste derrière vous. Lucas, déjà plongé dans son smartphone à la recherche du numéro de téléphone du musée, s'installe machinalement dans le coupé Mercedes, alors que Camille, l'air renfrogné, prend place à côté de moi dans le kangou. Regarde comme il fait le beau avec son Samsung dans la Merco. Il va falloir arrêter de lui dire qu'il a de bonnes idées. Déjà qu'il a pas mal la grosse tête. Camille, la jalousie est « Ok, mamie, démarre, tu me feras la morale pendant le trajet. » Heureusement, Camille est incapable de bouder plus de 3 minutes, pourvu que ça ne change pas à l'adolescence. À notre arrivée au musée, Lucas nous confirme que Broutchou n'est pas à son bureau. Je reprends les choses en main. On se donne 10 minutes, pas une de plus, pour essayer de trouver l'étoile. Si Momo sonne du corps de chasse, on quitte immédiatement les lieux, calmement, sans courir. Camille, voilà le passe pour ouvrir la grille du parc. Et Lucas, voici celui de la porte de la remise. Réglez vos montres. Il est 14h55, donc 2h55. On se retrouve ici à 15h05, 3h05. Allez, on y va. Momo, ouvrez l'œil, et le bon. 10 minutes et aucun son de corps plus tard, on se retrouve tous les 4 sur l'abri de bus bredouille. Rien, absolument rien dans la remise, dit Lucas. Même pas un endroit où on pourrait cacher quelque chose, précise Camille en me rendant les clés. Pareil pour son bureau, dis-je, mais j'y ai fait une rencontre inattendue. Madame Broutchou, évanouie sur le tapis persan. Elle aussi a forcé sur les somnifères, s'exclame Lucas. Vu la bosse qu'elle a au milieu du front et les morceaux de céramique éparpillés partout dans la pièce, je crois plutôt qu'elle a embrassé le vase chinois qui trônait sur le bureau de son mari. En tout cas, elle est sacrément assommée. Impossible de la réveiller. J'aurais pourtant bien aimé lui poser quelques questions. Donc, dit Momo, si je résume, Broutchou a fracassé une potiche sur le crâne de sa femme et a quitté le musée en emportant l'étoile de maître et les copies de... Sauf s'il les a cachées ailleurs. Mado. Oui, dis-je, j'avais compris. Les copies de Mado. Voyons, Momo, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes tout pâle. Ça ne va pas? Momo? Mado, derrière vous! L'homme avec le carton à dessin qui entre dans le bar, là, à côté de l'entrée du musée. C'est Mado. Vous en êtes sûr? Même si ça fait plus de 2 ans que je ne l'ai pas vu, je peux vous certifier que c'est Mado. Chapitre 20. Ne vous mêlez pas de ça. Max au doigt d'or, alias Mado, s'installe au fond du bar, près de la baie vitrée, passe commande et se met à pianoter frénétiquement sur son smartphone. Momo, dis-je, Mado est occupé. Faites vite le tour de la voiture et installez-vous côté conducteur. On va le surveiller. Camille et Lucas, retournez dans la cour du musée. Installez-vous sur les marches qui mènent au hall d'accueil. Si on vous demande ce que vous faites, dites que vous attendez votre grand-mère. Et si Mado entre, débrouillez-vous pour le ralentir jusqu'à ce que j'arrive.
Ok, Captain Mamie, s'excite Camille. On lui demandera si c'est un artiste et ce qu'il y a dans son carton à dessin. Mais non, dit Lucas, il vaut mieux lui faire croire qu'on le prend pour un gardien du musée et lui demander un renseignement. Comme vous voudrez les enfants. L'essentiel, c'est qu'il n'entre pas dans le hall avant que je lui ai parlé. J'attends que Camille et Lucas aient franchi le porche du musée. Puis, j'attrape dans la portière latérale du kangou la casquette de chasse de Papy Monchou. Tenez, dis-je en l'attendant à Momo, mettez-la sur votre tête. Rabattez les protège-oreilles et baissez la visière. Avec ça, aucun risque que Mado vous reconnaisse s'il nous repère dans la voiture. Momo, le visage fermé, m'obéit mécaniquement, sans quitter Max des yeux. Je sens monter en lui une immense colère. Je sens aussi qu'il est prêt à me faire quelques confidences. Monsieur Momo, je ne comprends pas. Ce matin, Broutchou m'a dit que Max était à l'étranger. Il vous a menti. Quand Max est injoignable, c'est qu'il est en train de peindre. Il s'isole complètement du monde. Et il peint comme un fou. Je suis sûre qu'il y a 2 ou 3 copies dans son carton. Et en ce moment, il essaye de joindre cette ordure de Broutchou pour les lui livrer. Mais apparemment, l'autre ne répond pas. Comment vous savez tout ça, monsieur Momo? Max est mon ami d'enfance, mais aussi mon beau-frère. Votre beau-frère? Le mari de votre sœur? Non, pas vraiment. Mais alors? Alors c'est moi qui suis mariée avec sa sœur. Oui, Madame Jo, j'ai une femme et une petite fille, précise Momo, en éclatant en sanglots et en s'effondrant sur le tableau de bord. Excusez-moi, Madame Jo, mais je ne sais même pas où elles sont. C'est le moment que choisit Max pour se lever de sa table et quitter le bar, direction l'entrée du musée. Momo, ne bougez pas d'ici. Pas question que Max vous voie, et encore moins qu'il vous croise. J'y vais, je sais ce que j'ai à faire. Surtout, ne sortez pas de la voiture. Pourvu que les enfants le retiennent quelques secondes. Je traverse la rue en slalomant entre 2 voitures, m'engouffre sous le porche et stoppe ma course à la vue de Camille et Lucas en grande discussion avec Max. J'espère que mes petits-enfants ne vous embêtent pas, monsieur, dis-je en les rejoignant. Non, non, madame, ils ont cru que j'étais le directeur du musée. Excusez-les, c'est la première fois qu'ils viennent au musée, sur mon lieu de travail, et ils sont très curieux. Vous travaillez ici? Oui, monsieur. Monsieur comment? Monsieur Max. Eh bien moi, je suis la concierge. Alors vous allez sûrement pouvoir me renseigner. Ce sera avec plaisir. Savez-vous, madame, la concierge? Savez-vous, madame la concierge, si monsieur Broutchou est là ce matin? Je n'arrive pas à le joindre, ni à son bureau, ni sur son portable. Oui, monsieur le directeur est dans la remise, au fond du parc, depuis une bonne heure. Il s'est mis en tête d'aménager ce pavillon en salle d'exposition temporaire. Il est allé relever les plans et il a dû oublier son portable dans son bureau. Venez, je vous accompagne. Mado me suit, confiant, comme un petit chien. Ça tombe bien, car c'est dans la cage aux chiens qu'il termine notre petite promenade. Comment? J'ai oublié de vous préciser, Max a des doigts d'or, mais des muscles de pinson. Il ne mesure guère plus d'1,50 m et doit peser maximum 50 kg, après un bon repas. Résultat, j'ouvre la porte de la remise, le laisse entrer, le premier, et le propulse dans la cage, que je referme à l'aide du cadenas électronique dont Papy Monchou se sert pour verrouiller la cage à chiens, du kangou, quand il emmène ses fauves de Bretagne traquer le sanglier aux 4 coins du pays. Le temps que Max, qui a fini son vol plané tête la première contre le mur du fond, reprenne ses esprits, je jette un coup d'œil dans son carton à dessin, qui lui est tombé des mains, dès ma première poussée dans le dos. À l'intérieur, 2 peintures sublimes, un paysage de Jean-François Millet et un portrait d'enfant non signé. De la belle ouvrage, Max, dis-je en refermant précautionneusement le carton à dessin. Je suis sûre qu'en prison, vous aurez tout le loisir de pratiquer votre art. Bon, je vous laisse. Il me faut encore coincer Broutchou. Et surtout, aider Momo à retrouver sa femme et sa fille. Cette dernière phrase agit comme un électrochoc sur Mado qui se relève d'un bond en hurlant. Ne vous mêlez pas de ça. Ce n'est pas votre affaire. Puis, il agrippe les grilles de la cage et les secoue comme un forcené. Il s'agite tellement que son portable dompe et se disloque sur le sol de la remise. Je récupère la carte SIM qui a atterri à mes pieds et je la glisse dans la poche de mon jeans. Chapitre 21. Mais c'est faux!
Quand je retourne aux voitures, Momo est toujours prostré sur son siège, les yeux humides, le regard dans le vide. Vous n'avez pas vu les enfants, m'inquiétai-je. Si, ils sont allés chercher des sandwichs. Ils exagèrent. J'espère qu'ils ne vont pas tarder, grommelai-je en m'installant à côté de Momo. Max est hors d'état de nuire. Il faut maintenant foncer au commissariat, porter l'enregistrement de Broutchou. Madame Jo, ils sont affamés. On est parti pour l'entrepôt sans manger dès votre coup de fil. Je comprends mieux, dis-je en pensant aux 2 croque-monsieur avalés au Café des Arts. En attendant leur retour, si vous me parliez de Max et de votre femme. Rien de bien intéressant, Madame Jo. Écoutez, Monsieur Momo, je vais continuer à vous aider. Il n'y a pas de problème. Mais j'estime que j'ai le droit de savoir qui vous êtes. Parce que pour l'instant, hormis le fait que vous avez fait de la prison et que vous avez abandonné votre femme et votre fille, qui vous a dit ça, s'étrangle Momo? Ce cher capitaine Duflers, qui a l'air de bien vous connaître. Mais c'est faux! Je ne les ai pas abandonnés, bien au contraire. Je suis prête à vous croire, Momo, mais tant que je n'ai que la version de Duflers... Momo se tourne enfin vers moi, renifle 2 ou 3 fois, s'essuie les yeux d'un revers de manche et enfin se lance. Avec Max, de temps en temps, on faisait de la contrebande d'animaux exotiques. Lui les faisait entrer en France et moi, je les revendais. Je savais aussi qu'il gagnait pas mal d'argent avec ses reproductions de tableaux, mais je pensais qu'il les vendait sur Internet grâce à son blog Max aux doigts d'or. Bref, un jour, je me suis fait coincer par les douaniers, avec 2 iguanes dans la sacoche de mon vélo. Quand les policiers puis le juge m'ont interrogé, j'ai respecté notre contrat, qui était de ne pas dénoncer l'autre si l'un de nous 2 était arrêté. J'ai été condamnée à 6 mois de prison, dont 3 fermes. Par contre, je ne sais pas ce que Max a raconté à sa sœur, enfin, à ma femme. Mais elle n'est pas venue me voir une seule fois en prison, et à ma sortie, elle avait déménagé. 3 ans que je ne l'ai plus vue, ni elle, ni ma petite fille qui avait 6 mois à l'époque. De nouvelles larmes perlent à ses paupières et creusent un sillon dans sa barbe naissante. Ce sont elles que vous recherchez sur Internet avec Andrea, lui demandai-je, avant que le chagrin ne le replonge dans le silence. Oui, ma petite Nadia a 3 ans et demi, donc elle a dû faire sa rentrée à l'école maternelle en septembre. Andrea a piraté sans problème le site du ministère de l'Éducation nationale, mais il n'a pas encore repéré l'école où elle est inscrite. Il m'a promis d'y travailler tout cet après-midi. Il est trop chouette ce gamin, à se demander si Duflers est bien son père. Il y a quand même une chose que je ne comprends pas, Momo. Oui, j'abandonne le monsieur. Après tout, il pourrait être mon fils. Pourquoi Broutchou vous a-t-il embauché? Il devait bien savoir que vous étiez le beau-frère de Mado. Moi aussi, je me suis posé la question, et la réponse est évidente. Il m'a embauché en se disant que si quelqu'un s'apercevait de la disparition des toiles, je ferais le coupable idéal. Mais il n'avait pas prévu que c'est moi qui découvrirais leur trafic. Voilà, Madame Jo, je vous ai tout dit. J'espère que vous me croyez et que vous ne me jugez pas trop sévèrement. Bien sûr, Momo, que je vous crois, et je ne laisserai jamais personne dire du mal de vous, même pas Duflers. C'est vrai, vous avez fait une bêtise, mais vous l'avez payé cher, bien trop cher. Et je suis certaine que vous allez retrouver votre petite fille et votre femme. Un pauvre sourire apparaît sur le visage de Momo en même temps que Camille et Lucas ouvrent les portières et nous tendent un sandwich à chacun. Entre 2 bouchées, je leur résume l'atterrissage de Max dans la cage à chiens. Mamie, propose Camille, mettons la carte SIM de Max dans le smartphone de Lucas. On ne sait jamais. Peut-être qu'on trouvera un SMS ou un message de Broutchou. Bonne idée, approuve Lucas. Mais on n'a pas son code PIN. S'il n'en a pas changé depuis 3 ans, je le connais, dit Momo. Tu le connais, s'étonnent encore Camille et Lucas. Laissez parler, Momo. On vous expliquera plus tard. Lucas tape 3629. Bingo! 3 manipulations plus tard, Lucas est sur la boîte vocale de Max. Rebingo! Il y a un nouveau message. C'est Brute. Pas pu te répondre tout à l'heure. On se retrouve au Lama à 19h. Faut tout récupérer dans la planque et se tirer au plus vite. Je t'expliquerai. Lucas repasse 3 fois le message. Aucun doute. Brute, c'est Broutchou. Mais qu'est-ce que Lama? Un bar? Une salle de gymnastique, proposai-je? Pas que je sache, répond Momo. Je connais la ville comme ma poche et je n'ai jamais entendu parler de cet endroit. Matelas, hurle soudain Lucas. La mat, c'est matelas, en verlan.
Matelas, entrepôt de matelas. C'est là-bas qu'ils ont rendez-vous. Lucas a raison, s'écrie Camille. Il y a une trappe, juste à côté de l'endroit où j'ai ramassé l'enveloppe du musée samedi dernier. Ça doit être leur cachette. Chapitre 22. Mamie, t'as pas honte? Si les enfants ont raison, dit Momo qui a trouvé toute son énergie, il ne faut pas perdre de temps. Moi, je fonce là-bas avec la Mercedes. Si Duflèr y est toujours, j'ai bien peur que cela tourne au vinaigre pour ce pauvre capitaine. Pendant ce temps, allez prévenir le commissaire, montrez-lui l'enregistrement de Broutchou et surtout, persuadez-le d'envoyer ses hommes au plus vite à l'entrepôt. Et nous, demande Camille, on te suit? Pas question les enfants, vous avez déjà pris bien assez de risques pour moi, depuis samedi dernier. Vous suivez votre grand-mère au commissariat et ensuite, elle vous ramène à la maison. Ce n'est pas l'envie d'accompagner Momo jusqu'à l'entrepôt qui me manque, mais je dois bien lui donner raison et je ne peux qu'approuver son plan. Lucas, dit Momo, prête-moi ton smartphone. Je pourrai ainsi tenir Mamie Jo au courant de l'évolution de la situation. Je te promets de te le rapporter avec la voiture. À quelle heure rentre le premier de vos parents? Ils covoiturent, précise Camille, et ils sont là en général vers 20h. Ok, je serai chez vous à 19h45, quoi qu'il arrive. 5 minutes suffisent pour convaincre le commissaire ça bouge, 5 minutes consacrées au visionnage de mon entretien avec Broutchou, en même temps que je lui fais le point de la situation. Broutchou en route vers l'entrepôt de matelas, zone du charnel pour y récupérer les toiles originales de Matisse, et sûrement une valise bourrée de dollars et d'euros. Max, au doigt d'or, enfermé dans la remise du musée. 2 faux tableaux dans son carton à dessin. Sans oublier la femme de Broutchou, inanimée dans le bureau de son mari, et que j'ai attachée au radiateur avec une paire de menottes. Un souvenir de Duflèr. Rien ne dit que Madame Broutchou est leur complice, mais on ne sait jamais. Devant nous, le commissaire joint par radio 3 de ses équipes en patrouille dans la ville. Il en envoie 2 à l'entrepôt de matelas et une au musée. Puis, il nous raccompagne quasiment jusqu'au Kangoo, en nous remerciant plus que chaleureusement, avant de répondre aux questions de 2 journalistes de France 3. Trop heureux de le voir hors du commissariat. J'ai à peine mis le contact que Camille m'interpelle vigoureusement. « Mamie, t'as pas honte d'avoir attaché Madame Broutchou? Pas du tout. Non. De t'être laissé draguer comme ça? Draguer? Oui, draguer à mort par le commissaire. Mais, ma chère amie par-ci, ma brave dame par-là, sans compter son sourire débile à chaque fois qu'il te regardait, c'est-à-dire, à peu près tout le temps, « Voyons, Camille !» et le « Mais quelle bonne surprise !» quand tu es rentrée dans son bureau. Heureusement, Lucas vient à mon secours. « Hé, Camille, du calme! Tu n'as pas entendu ce que mamie a dit à Duflèr samedi dernier? Le commissaire est un ami d'enfance de Papy Monchou. Normal qu'il soit cool avec la femme de son meilleur ami. Pour être cool, il a été cool. » Bon, Camille, dis-je fermement, tu crois ce que tu veux, mais quoi qu'il en soit, tu n'as pas l'âge de t'occuper de ma vie privée. Ok, mamie, dans ce cas-là, ne compte plus sur moi pour te parler de mes amoureux ni des amoureuses de Lucas. Fin de la discussion et retour sans un mot de plus à la maison. Chapitre 23. Moi aussi mon chou. 19h01, 7h01. Mais si Momo a besoin de nous, enfin de toi, tu pourrais au moins attendre qu'il donne de ses nouvelles, ronchonne Camille. Si tu veux, j'appelle Papy Monchou. Pas question. 2 samedis de suite en retard, il ne le supportera pas. Et rassure-toi, Momo est assez grand pour se débrouiller tout seul. Il a promis de m'appeler sur mon portable dès que possible. Je vous préviendrai aussitôt. Allez, je vous laisse. Embrassez bien vos parents pour moi. Et d'ici leur retour, vous ne sortez sous aucun prétexte de la maison et vous n'ouvrez à personne. 19h23, 7h23. Allô? Oui? Attendez, je me gare. Voilà. Momo, tout va bien? Oui, je vous appelle depuis le commissariat. Broutchou est dans la cellule 2. Mado, dans la salle d'interrogatoire. Et Duflèr fanfaronne devant les journalistes. Enfin, votre cauchemar est fini. Je suis très contente, mais racontez-moi comment ça s'est passé à l'entrepôt. Je suis arrivée le premier. Duflèr ronflait.
Il ronflait encore, comme une locomotive. Comment a-t-il réagi quand il vous a vu? Je ne l'ai pas réveillé tout de suite. Je l'ai traîné tant bien que mal jusque dans les toilettes, et j'ai refermé la porte derrière moi. Pas question que Broutchou puisse être averti par le moindre bruit. Quand cette crapule est entrée dans le troupeau, je l'ai assommé avec le club de golf qui traînait dans la voiture de votre fils. Quel plaisir ensuite de le ligoter sur la chaise où j'avais passé 4 jours. Puis, en attendant la police, j'ai ramené du flair près de Broutchou. Je les ai menottés l'un à l'autre et j'ai réveillé le capitaine. Quand j'ai entendu les sirènes, entre-temps, j'ai trouvé la trappe que Camille avait repérée. Les matisses étaient bien dessous, ainsi que plusieurs liesses d'euros et de dollars. Bravo Momo! J'appelle tout de suite Camille et Lucas. Ils vont être fous de joie. N'oubliez pas de ramener la voiture de mon fils avant 20h. Pas de problème, Madame Jo. Il faut que je raccroche. Le commissaire a besoin de moi. Son bureau est envahi de journalistes et de caméras. Dites-lui de m'appeler s'il a besoin de mon témoignage. Oui, promis. On se revoit samedi prochain quand je vous ramènerai Ulysse? Non, je ne crois pas. Est-ce que vous pourriez le garder quelque temps chez vous? Attendez, ne me dites rien. Andrea a trouvé l'école où votre fille est inscrite. Oui, à 600 km d'ici. J'y pars dès demain matin. Alors bonne chance Momo, et s'il le faut, je dirai à votre femme comme vous êtes un type formidable. Merci Madame Jo, merci pour tout. 19h59, 7h59. Ouf! Il était moins une. Voiture garée, contact coupé, retour au calme, vive la campagne et surtout mon petit coin de Périgord noir. Te voilà enfin, ma Jo. Vite, dépêche-toi. Voilà mon chou, j'arrive. Je réchauffe les lasagnes. On s'occupera du repas plus tard. Viens, écoute, le flash spécial à la télé. Cet après-midi, un certain capitaine Duflair a arrêté un trafiquant d'œuvres d'art. Et tu ne me croiras jamais, ce trafiquant n'est autre que le nouveau directeur du musée. Tiens, regarde. Duflair va répondre aux journalistes. Je planquais depuis le début de l'après-midi quand j'ai entendu la porte de l'entrepôt s'ouvrir. Mais Majo, tu n'écoutes pas la suite? Non, mon chou, ça ne m'intéresse vraiment pas. Je suis crevée. Pourtant, on n'a rien fait d'exceptionnel aujourd'hui avec les enfants. Je prépare le repas. On soupe et je vais au lit. D'accord? D'accord, Majo. Mais regarde derrière le capitaine. C'est Monsieur Momo. Tu ne m'avais pas dit qu'il était policier. Et tu sais quoi? Ils ont dit que le directeur du musée a été piégé par une femme qui a enregistré ses aveux et prévenu la police et les journalistes. Une ancienne directrice d'école. Je me demande qui ça peut bien être. Moi aussi, mon chou. Moi aussi.